c'est parti. Ça y est, ça a commencé. Eh ben, bonsoir à tous et merci de venir participer à ce lundi de PEPS sur le handicap et le validisme. Donc, pour débattre de cette question, on a plusieurs intervenants qui vont venir nous raconter un petit peu ce qui se passe sur ce domaine-là. Donc, en fait, ici, c'est un lundi de PEPS. C'est une réunion, débat qui se tient tous les 15 jours et qui est organisée par un jeune mouvement d'écologie politique populaire qui s'appelle PEPS, donc pour une écologie populaire et sociale, et qui est né il y a un peu plus d'un an, à la suite d'une rencontre entre des Gilets jaunes, dont je fais partie, des militants écologistes d'Europe Écologie Les Verts qui ont quitté Europe Écologie Les Verts parce que ce n'était pas suffisamment radical, parce qu'on est une organisation politique d'écologie anticapitaliste de rupture. On s'est aussi fédéré avec des décroissants, des jeunes qui font de l'éducation populaire et un groupe qui pratique l'autogestion. Et en fait, on défend l'écologie populaire, donc on promeut en fait le lien entre les luttes sociales et les luttes environnementales pour aboutir, pour tendre vers une société écologique qui soit respectueuse de la planète et des hommes, en partant notamment des classes populaires. Donc ici, la question du handicap nous tient particulièrement à cœur parce que c'est une catégorie de personnes qui est très nombreuse. En fait, en France, c'est quand même 1 personne sur 6 qui est handicapée et qui est complètement invisibilisée. Et donc, on peut se poser justement la question de comment est traitée la question du handicap ici en France. Et voilà, moi, c'est une question qui me touche particulièrement parce que je fais partie des 23% d'actifs qui sont des travailleurs handicapés, parce que le handicap, ce n'est pas uniquement le fauteuil roulant, c'est aussi beaucoup de gens qui souffrent d'un handicap invisible et qui doivent justement, en plus de vivre le handicap, subir cette invisibilité sociale et tout ce qui en découle en fait. Donc voilà, donc ça pose aussi le problème du validisme dont Odile Morin pourra parler, qui est l'idée générale que les personnes valides sont supérieures aux personnes handicapées. Et c'est une discrimination contre laquelle, évidemment, à PEPS, on dénonce et contre laquelle on lutte. Voilà, donc pour parler de tout ça, on a la chance d'accueillir plusieurs intervenants qui vont dresser un tableau un peu général de la question du handicap en France. Alors d'abord Odile Morin, qui est à la fois élue d'opposition à Toulouse, présidente d'Handi Social. Tu es connue aussi pour tes actions dans le mouvement des Gilets jaunes et tu vas nous parler de la représentation justement politique et institutionnelle aujourd'hui des handicapés, avec un peu cette difficulté qu'on a d'avoir des gens qui ne sont pas handicapés, qui parlent pour les handicapés et qui ne disent pas forcément ce qu'il faudrait dire. Donc ça, ce sera l'objet de la première partie de ce lundi de PEPS. Ensuite, on fera un focus avec Jérôme Antoine et Claudia Nunez, qui sont des professionnels en fait, de l'éducation. Donc Claudia est professeure des écoles spécialisées dans les classes avec les enfants en situation de handicap et militante syndicale et pédagogique. Et avec son collègue Jérôme Antoine, qui est AESH, accompagnant d'enfants en situation de handicap, vous allez pouvoir nous parler un peu de l'accueil des enfants handicapés dans le système scolaire, parce que ça démarre déjà dès l'école, les discriminations. Et comment on pourrait faire pour permettre aux handicapés d'être accueillis dès leur plus jeune âge dans
dans une société qui soit juste. Alors, c'est d'autant plus intéressant que les AESH sont en lutte en ce moment. Donc, ça nous permettra aussi de faire un petit bilan de votre mobilisation, des enjeux et puis de la façon dont ça évolue. Et enfin, dans une troisième partie, on pourra débattre plus largement des mesures qu'on pourrait prendre justement pour accueillir les handicapés dans une société, la société qu'on voudrait en fait, une société qui soit juste, qui soit accueillante, qui soit conviviale, en posant en fait deux questions. La première question, c'est déjà comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes handicapées en France? Peut-être qu'il y a des dysfonctionnements, peut-être que la société ou la façon de gouverner est aussi violente et qu'elle pose aussi des problèmes en termes de santé. Donc pour nous en parler, on aura David, qui a été mutilé pendant une manifestation de Gilets jaunes, qui pourra aussi nous parler à travers son exemple de cette violence qu'on peut voilà. Ah. Et puis ensuite dresser, pour terminer, un ensemble de mesures ou de pistes qu'on pourrait prendre pour vivre mieux, quelle que soit notre situation, et pour que chacun puisse avoir sa place. Voilà. Est-ce que ce programme vous convient? Bon, parfait. Donc peut-être dans un premier temps, laisser la parole à Odile pour que tu puisses faire un petit point sur ce que tu fais, tes activités et la représentation politique des handicapés aujourd'hui. Bonjour à tous. Oui, donc Odile Morin, je suis là en tant que présidente de l'association Handisocial, qui est une association de défense des droits qui pendant très longtemps a fait de l'accompagnement individuel pour permettre aux gens d'accéder à leurs droits en s'inspirant du travail que j'avais réalisé pour moi-même après 10 ans de combat pour mes propres droits jusque devant le Conseil d'État. Et puis on a arrêté il y a 3 ans parce qu'on avait quand même le sentiment de décoper la mer à la petite cuillère. Entre-temps, j'avais fait un passage au sein de l'Association des paralysés de France qui était venu me chercher pour me dire, vu ce que tu arrives à faire toute seule, avec des moyens, tu feras encore mieux. Et en fait, j'ai surtout eu beaucoup de bâtons dans les roues et j'ai découvert la différence qu'il y avait entre ce qu'affichaient certaines associations gestionnaires et le militantisme qu'elles prétendaient avoir et la réalité qui était tout le contraire. Et donc, là, ce soir, je vais vous parler du validisme. Alors, on utilise le terme de validisme ou de capacitisme. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même la même nature. En tout cas, c'est la traduction d'un terme anglo-saxon qui est le terme ébolisme et qui se traduit donc soit par validisme ou capacitisme et qui désigne la discrimination qui est fondée sur l'incapacité. Cette dernière serait considérée comme une déviance de la norme pour emprunter les termes de la sociologie. En effet, la capacité, qu'elle soit physique, intellectuelle, sensorielle, émotionnelle, constituerait ce qui permet à l'individu d'être indépendant, utile à la société et performant, et ça dans un idéal sociétal fondé sur la performance, sur la croissance, avec un individu capable de représenter l'idéal. Alors, c'est une forme de discrimination qui est basée sur un système de valeurs qui considère certaines caractéristiques du corps et de l'esprit comme essentiel pour vivre une vie épanouie, et ça part du principe que la qualité de vie des personnes handicapées, elle est très faible. Et dans le validisme, alors comme dans le racisme, l'homophobie ou d'autres formes d'oppression, puisqu'il s'agit bien d'un système d'oppression, le groupe social dominant considère sa propre image comme étant le modèle selon lequel l'humanité devrait être, et à ce moment-là, il rejette, il ignore les autres, les considérant comme inférieurs, pas normaux ou inaptes. Et donc, les personnes handicapées, elles sont considérées comme des sortes de versions amoindries des personnes valides. Et puis, il y a une seconde facette au validisme qui consiste, au contraire, à leur prêter des vertus, des qualités extraordinaires. On voit par exemple des personnes handicapées qui sont présentées comme des leçons de vie dans les médias, comme si le handicap leur apportait une sorte de plus-value morale qui ferait d'elles des sources d'inspiration. Mais ces deux facettes qui sont complémentaires, parce qu'elles aboutissent toutes les deux à une essentialisation des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'en fait, le validisme, ça consiste à figer les personnes handicapées dans une sorte d'altérité par rapport à une prétendue normalité. Et donc, ces idées validistes, elles sont particulièrement redoutables parce qu'elles apparaissent comme des évidences. Elles passent pour des choses naturelles.
Et du coup, ça rend très difficile de les identifier. Et pourtant, il n'y a pas de lien naturel entre le fait d'avoir un handicap et le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir accéder à l'emploi, de ne pas pouvoir avoir une vie amoureuse épanouie. En gros, si vous rencontrez cette difficulté, c'est parce que ces difficultés sont un problème qui est lié à l'organisation sociale, à l'organisation sociétale. Et ça peut être changé. Ce n'est pas une fatalité médicale comme beaucoup de gens le croient encore dans ce pays. Et donc, il ne s'agit pas, par contre, de lutter contre les valides, mais bien de dénoncer un système de pensée, de fonctionnement qui est très ancré dans notre société et qui, en plus, est souvent très inconscient, finalement. C'est un système qui se décline dans les différentes sphères de la vie, avec des barrières systémiques, des représentations stéréotypées, un manque de sensibilisation, des privilèges pour les uns, des inégalités pour les autres, l'invisibilité, les discriminations et une présomption à la capacité, c'est-à-dire des attitudes de déresponsabilisation et d'altération. Par exemple, l'acceptation par le commun des mortels de l'institutionnalisation des personnes handicapées. La plupart des gens, si on leur parlait de mettre leurs enfants ou eux-mêmes dans des établissements, ils le refuseraient catégoriquement. Et pourtant, ils l'acceptent quand il s'agit de personnes handicapées parce que pour elles, pour ces personnes, ça serait différent. Et ça, c'est aussi, ça fait partie des micro-agressions. C'est-à-dire de faire croire que une personne en situation de handicap, elle ne peut pas vivre en milieu ordinaire, alors même que ce n'est pas la situation de handicap qui empêche de vivre en milieu ordinaire, mais c'est toutes les barrières qui sont dressées au quotidien par la société pour nous empêcher, que ce soit l'accessibilité, le manque de compensation. Voilà. Et ce capacitisme, il s'exprime partout. Il est le fruit d'un projet éducatif aussi, et on en parlera avec les assistants de scolarité. C'est le fruit d'un projet éducatif qui valorise la performance et la capacité du style. Le petit, il a fait ses premiers pas à tel âge, avant les autres. Ben, pourquoi il n'y a pas des enfants qui mettraient plus de temps que d'autres à acquérir certaines compétences? Et où est le problème fondamentalement? Voilà. Donc, c'est un problème c'est un système qui est à mise en cause. Et donc, c'est sous-jacent aussi à la manière dont nos sociétés sont organisées. C'est-à-dire que les activités les plus quotidiennes et les plus basiques, comme aller à l'école, au travail, prendre les transports publics, faire les courses, pratiquer un hobby, ben, elles sont difficiles, voire impossibles pour les personnes en situation de handicap, et qui finissent donc exclues et isolées. Et donc, c'est une question de… On peut dire que les droits humains, ils défient le validisme, car au fond, la diversité humaine, elle est partout autour de nous. Et qu'est-ce qui permet de dire que certains sont plus humains que d'autres? Parce que c'est ça qu'on dit finalement en désignant certains comme étant plus capables ou plus que d'autres. Donc nous, ce qu'on revendique pour lutter contre ça, c'est l'accessibilité universelle et puis le droit à une vie autonome. Et le droit à une vie autonome, ça passe aussi par la possibilité d'avoir les mêmes choix, les mêmes possibilités, les mêmes libertés que n'importe quel autre citoyen, que ce soit à domicile, au travail ou simplement comme membre de la communauté. Ça ne signifie pas qu'une personne handicapée, elle doit tout faire elle-même, sans aucune aide. Ça signifie simplement qu'elle doit pouvoir faire ses propres choix. Choisir comment elle est accompagnée, comment elle va utiliser l'aide que la société, que la collectivité met à sa disposition. Parce que personne, de toute façon, n'est autosuffisant. Qu'on soit un jeune enfant ou qu'on soit une personne âgée dépendante, on a besoin de tiers. Est-ce que pour autant, ça doit nous enlever nos libertés de choix et de choisir comment on vit, où est-ce qu'on vit et ce qu'on fait? Voilà. Et on doit avoir un même et égal accès aux outils technologiques. Voilà. Merci, merci Odile. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, ce sur quoi tu insistes, c'est que toutes ces barrières sont dressées au quotidien par l'organisation sociale. Oui, un exemple, les lunettes. Tu as des lunettes, on est plusieurs à avoir des lunettes là, et dans la société, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes. Et quand tu interroges la plupart des gens qui portent des lunettes, si tu leur demandes si elles sont en situation de handicap, elles vont te répondre que non, parce qu'elles n'ont pas le sentiment d'être en situation de handicap et qu'effectivement, elles ne le sont pas. Par contre, tu retires leurs lunettes à ces personnes, elles vont se retrouver en situation de handicap. Si ce n'est que dans nos sociétés actuelles, la paire de lunettes est devenue quelque chose de courant, est devenu aujourd'hui un enfant qui a des problèmes de vue. Alors, il n'aura peut-être pas la dernière paire de lunettes avec les montures à la mode, mais il aura une paire de lunettes, il pourra voir. Donc, il pourra participer à la vie en société. Par contre, pour d'autres aides techniques, puisque c'est une aide technique finalement, la paire de lunettes,
le fauteuil roulant ou d'autres, et bien, par exemple, et grâce à l'APF, grâce à un décret qu'ils ont validé au CNCPH en mars 2020, aujourd'hui, on ne peut plus financer un fauteuil roulant, une lunette agrandisseuse pour des gens qui ont des problèmes de vue, ou d'autres aides techniques, déambulateurs et autres, puisque la loi a été modifiée pour introduire la phrase « dans les limites des budgets disponibles ». C'est-à-dire qu'en fait, ça dépendra de la bonne volonté des pouvoirs publics, et on sait que les budgets handicap, en général, sont dévolus à d'autres choses que le handicap. Quand tu dis que les budgets handicap sont dévolus à autre chose que le handicap, à quoi tu fais référence? Je peux faire référence, par exemple, à les budgets de la GFIP, hein, qui sont censés financer les aménagements et les adaptations des postes de travail des salariés du privé, ou le FIPHFP, qui est pour le financement des aides pour les fonctionnaires, qui a été pillé par les gouvernements successifs pour, par exemple, ça a payé des surveillants dans les facs pour lutter contre le terrorisme, par exemple. Donc là, il faut m'expliquer quel lien c'est avec le handicap. Et après ça, on dit qu'il n'y a pas assez d'argent. Tout en matière politique, tout est une question de choix. L'argent qu'on met aujourd'hui à mettre davantage de policiers, à acheter davantage de LBD, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans le financement des fauteuils roulants, dans le financement d'une police qui fait de la prévention et qui s'occupe de protéger la population et, je dirais, d'arbitrer les conflits qu'il peut y avoir entre les individus dans une société, etc. Tout ça, c'est des choix de société qui sont faits. Et là, aujourd'hui, au sein de ton association et au sein aussi de ton poste d'élu d'opposition à la mairie de Toulouse, est-ce que tu penses, quels sont les leviers justement pour dénoncer cette situation et pour proposer des solutions? Est-ce que tu penses que la… Oui, je t'écoute. Alors, en tant qu'élu, soyons clairs, quand on est élu d'opposition, surtout à Toulouse, on a juste le droit de la fermer, et encore. Je vais vous donner un exemple. Moi qui suis en situation de handicap, le maire de Toulouse me refuse les moyens de compensation de mon handicap pour me permettre d'exercer mon mandat à égalité avec les élus valides. Voilà, et j'ai été obligé de saisir le tribunal administratif pour contester sa position. Et en attendant, j'utilise les 3/4, 80% de mes indemnités d'élu pour payer des assistants qui m'aident effectivement à préparer les délibérations, parce que avec mes difficultés cognitives liées à mon autisme, puisque je suis à la fois j'ai un handicap visible avec parce que je me déplace en fauteuil roulant électrique à cause d'une maladie génétique, mais j'ai aussi un handicap invisible, mon autisme Asperger, qui fait que je peux paraître très brillante sur certains sujets, mais je suis incapable en 5 jours, puisqu'on reçoit les délibérations 5 jours avant, d'étudier 3000 pages de documents et d'en tirer la substantifique moelle pour faire des interventions pertinentes. Alors effectivement, il y a une solution, hein, c'est effectivement de faire la potiche, de venir, d'être présente et d'encaisser. Ce n'est pas ma conception de la politique. Et après, en tant que présidente d'association, j'ai un pouvoir d'interpellation. On a aussi mené, nous, des actions de désobéissance civile, mais qui nous valent une répression féroce, puisque on a notamment en 2018 bloqué un TGV avec Gare de Toulouse pour obtenir que les engagements de la SNCF soient tenus pour rendre accessible et permettre de circuler en autonomie dans la gare Matabio à Toulouse et pouvoir prendre un train comme n'importe quel autre citoyen sans être obligé de réserver plusieurs jours à l'avance. Et on a bloqué les pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour protester contre la loi Elan que les grandes associations, les dites grandes associations comme APF France Handicap ont négocié en sous-main avec le gouvernement et qui ont abouti à diviser par 5 la production de logements neufs accessibles. Et donc pour ça, nous étions 16 militants à être poursuivis, une majorité en situation de handicap, devant le tribunal correctionnel. Nous y sommes passés devant le tribunal le 23 mars. Donc nous risquions 5 ans de prison chacun et 18 000 € d'amende. Et nous attendons le délibéré pour le 19 mai. Mais en tout cas, on peut dire que les magistrats et le parquet de Toulouse nous ont permis de faire de démontrer de manière magistrale à quel point nous avions raison d'agir, puisque nous nous sommes heurtés à un tribunal inaccessible en autonomie. Pour y rentrer, il faut aller dans un élévateur qui est régulièrement en panne, qui pue, qui est sale, dont les parois sont branlantes, et que je ne peux pas utiliser en autonomie puisqu'il demande de maintenir
le bouton appuyé pour fonctionner. Il a fallu 1 heure pour faire rentrer toutes les personnes en fauteuil dans le tribunal. Après, c'est les règles sanitaires qui n'ont pas été respectées. Jauge de 28 personnes dans la salle, nous étions 40, et c'était prévisible. Les journalistes que les magistrats ont tenté d'empêcher d'entrer, il a fallu que nos avocats réussissent péniblement à faire rentrer 5 médias dans la salle. Les règles de sécurité pas respectées, puisque tous les fauteuils encombraient les allées. Donc, s'il y avait eu une évacuation d'urgence, nous étions mal partis. La camarade qui avait des difficultés d'élocution, qui n'a pas pu bénéficier d'un interprète, alors que le tribunal était au courant depuis 2 ans de ses difficultés. Donc, qui a eu affaire à une magistrate qui a trouvé normal qu'elle ne puisse pas s'exprimer. Magistrate qui, en plus, lui a dit comme ça, « Madame, je comprends que c'est difficile, mais c'est difficile aussi pour le tribunal. » Mettant sur le même plan la vie d'une jeune femme qui, depuis sa naissance, est en but au fait qu'on la prend pour quelqu'un de débile parce qu'elle n'est pas audible alors qu'elle a un cerveau tout à fait normal, qu'il faut juste prendre le temps de bien l'écouter avec attention. La camarade aveugle qui n'a pas eu de document lisible pour une aveugle, moi qui suis un peu sourde, qui n'entendais pas ce qui se disait. Et l'audience a duré jusqu'à 22 heures malgré toutes les demandes de report et toutes les demandes d'annulation de nos avocats compte tenu des conditions de ce procès qui étaient tout sauf équitables, ce qui est un droit constitutionnel. Et il a fallu même qu'on occupe le tribunal entre 22 heures et minuit pour obtenir que soient organisés les transports retour de mes camarades, qui sinon auraient dormi dans la rue. Et c'est nous, entre camarades, il a fallu s'entraider pour coucher un tel, aider un tel à manger, etc. Donc la justice nous a permis de démontrer à quel point notre combat était légitime. Et nous demandons donc la relaxe. Il y a une pétition. Voilà. Oui, tribunal administratif, c'est 2 ans à Toulouse, donc c'est à peu près ça. Voilà. Bien. Ce qu'on regrette, c'est que les associations qui parlent en place, puisque une des questions que tu posais, mais tu veux peut-être que d'abord laisser réagir des gens et que je reprenne après sur la question de la représentation. Est-ce que certains parmi vous ont envie de réagir ou de poser des questions à Odile par rapport à ce qui a été dit? Oui, Jérôme? Merci Odile pour cette présentation du validisme. Moi, je me méfie souvent des termes avec les ismes qui sont à la mode en ce moment, on en voit un peu partout. Je ne connaissais pas le validisme, j'entends beaucoup parler de ça et les arguments là, que tu as présentés me convainc. Mais dans tout cet esprit de validisme, est-ce qu'il y a d'après toi, comme dans le racisme, une volonté de nuire à l'autre? Est-ce que, même si c'est inconscient, hein, mais… Alors oui, Voilà. Qui dit volonté dit pas inconscient. C'est-à-dire que quelque chose qui est fait volontairement n'est pas inconscient. Et on peut penser que dans le racisme, il y a une part aussi d'inconscient, d'éducation, de représentation erronée de la société, de la même manière qu'on disait à une époque que les Noirs, ils étaient bons pour telle chose ou pas bons pour telle chose, comme si le fait d'être noir disait d'une personne toutes les qualités ou les problèmes qu'elle avait. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que pour une personne handicapée, il y a un problème de représentation qui n'est pas toujours quelque chose de volontairement. C'est pas les gens qui ont un… Je ne dis pas que les gens sont validistes. D'abord, on dit que les gens ont un comportement validiste, ce qui n'est pas la même chose. Mais les gens peuvent tout à fait avoir un comportement validiste par ignorance, par répétition, par éducation. Ce n'est pas forcément une volonté de nuire. Alors après, il peut y avoir des gens qui, effectivement, ont un dégoût, ont une volonté de nuire. Il y a notamment un copain de Macron qui est médecin et qui explique que… qui expliquait à Polytechnique d'ailleurs aussi que les gilets jaunes étaient des riens et que les personnes âgées ou handicapées qui meurent du Covid, finalement, qu'elles meurent un peu plus tôt, un peu plus tard, ce n'était pas dramatique. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une volonté de nuire de quelqu'un qui a l'éducation nécessaire pour être capable normalement de réfléchir son propos. Voilà. Et après, il y a toutes les… Voilà, je pense qu'il y a une grande partie du validisme qui est… lié à des positions inconscientes, mais c'est aussi le fruit de l'organisation de la société. Et ça rejoint la question de la lutte contre le néolibéralisme ou le capitalisme, suivant la manière dont on veut le nommer. Mais une société productiviste, une société qui privilégie l'individu productif, c'est quand même le fruit du modèle de société dans lequel on est. Donc, ce n'est pas innocent.
Ce n'est pas innocent de ne pas donner leur place aux personnes en situation de handicap, que ce soit à l'école, au travail ou ailleurs. À partir du moment où on est sur un système qui est basé uniquement sur la performance et où tout est construit pour l'individu considéré comme performant dans cette société, on peut penser quand même qu'il y a des gens qui ont fait ce choix. Je ne pense pas que ce soit la majorité, mais il y a les deux choses à la fois. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Odile. Ça me fait penser en fait à la vision utilitariste aussi Oui, de l'être humain c'est une comme vision outil de utilitariste. production. Voilà. Tout à fait. Tout à C'est une fait. vision utilitariste, hein, et on le voit dans le domaine du travail, puisque quand on voit la manière dont sont traitées les personnes qui sont victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, et quand on voit aussi que c'est quand même plus les couches populaires, statistiquement, il y a des études quand même qui montrent qu'il y a plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles chez les catégories salariales considérées les plus, enfin en tout cas celles qui sont les moins rémunérées, les moins considérées. Ce n'est pas un hasard. Et après, sur l'institutionnalisation, la sociologie des établissements spécialisés, ce n'est pas les gosses de cadre supérieur majoritairement qui y sont. Voilà. Parce que ceux-là, ils ont les moyens financiers de suppléer aux carences de l'État, ce que d'autres n'ont pas. Et ça, la question de l'institutionnalisation et des institutions, c'est très français et c'est quand même le fruit de la politique qui est menée et de l'absence de représentation des personnes directement concernées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des associations gestionnaires qui sont majoritairement membres du CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, et qui impulsent la politique du handicap en France. Donc ces gens-là, qui parfois sont représentés par des personnes elles-mêmes en situation de handicap, ce qui peut tromper les gens. Ces gens-là ne défendent pas les droits des personnes handicapées, ils défendent les intérêts des institutions gestionnaires. Et c'est bien là le problème. Et c'est ça qui fait que l'ONU est extrêmement critique aussi vis-à-vis de la politique française. Vous savez ce que dit l'ONU? Il y a eu une visite en 2017 de la rapporteure spéciale de l'ONU qui a donné lieu à la publication d'un rapport en 2019. Et vous savez ce qui ressort du pré-rapport et du rapport? Il y a 3 termes qui sont significatifs. C'est ségrégation, privation de liberté et atteintes aux droits humains. Voilà ce qu'est la politique du handicap en France. Alors on peut nous répéter inclusion et le dire et le répéter à tout bout de champ, à toutes les fins de phrases, ça n'en fait pas une réalité. La réalité, c'est ce que décrit l'ONU. Et nous, on se bat contre cet état de fait. Et on souhaite qu'effectivement, en France, soient clairement séparées les associations gestionnaires, qui sont légitimes à s'exprimer en tant que gestionnaires, comme les organisations syndicales ou les organisations patronales, au même titre, mais ni plus ni moins, et les organisations qui sont réellement représentatives des personnes directement concernées. Il devrait y avoir dans matière une représentation des personnes directement concernées, une représentation des parents et des amis et des proches, qui est encore autre chose, qui est légitime à s'exprimer, mais en tant que parents et proches, chacun devant s'exprimer de la place où il parle, et non pas à la place des autres. Or, c'est ça à quoi on assiste en France. Et pour ça, il y aurait des solutions. Déjà, faire qu'aucune association qui fait de la gestion puisse s'exprimer en notre nom, en aucun cas. Ça commence par ça. Et on pourrait tout à fait imaginer un modèle sur ce qui se fait pour les associations familiales, où finalement, en fonction du nombre d'adhérents, vous touchez, l'État reverse à ces associations quelques centimes ou quelques euros en fonction du nombre d'adhérents qu'elles ont. Il y a des solutions, mais ces organisations gestionnaires qui mettent en avant parfois des personnes handicapées ne souhaitent pas perdre la main et ne souhaitent pas, effectivement, parce qu'elles ont des cadres sup qui sont très bien payés, contrairement à beaucoup de leurs salariés. Bien. Merci, Odile. Il y a Claudia qui voulait aussi poser une question. Claudia, on t'écoute. Ce n'est pas tellement une question, en fait, c'est sur un point sur lequel je rejoins Odile. Alors moi, je me présente, je suis Claudia. Alors tout à l'heure, Marjorie m'a présentée comme enseignante spécialisée.
à l'accueil d'enfants de porteurs de handicap. Il faut savoir que dans le 93, nous avons une pénurie de spécialisés, donc d'enseignants spécialisés qui ont une formation pour accueillir les enfants. Donc moi, je fais office d'eux, donc je n'ai pas de formation. Ça fait 3 ans que je travaille avec la moitié de mon groupe donc l'ULIS. L'ULIS, c'est Unité locale d'inclusion scolaire. Là, j'en ai 4. J'ai 4 enfants autistes lourds, un enfant trisomique avec des caractéristiques autistiques et un enfant autiste dont la maman n'a jamais voulu admettre l'autisme, donc qui a très peu de soins et qui n'est pas accompagné. Et en fait, là où je rejoins Odile, c'est effectivement sur cette pseudo-institutionnalisation de l'accueil et de l'inclusion qui ne se fait pas, puisqu'au même titre des dispositifs ULIS, eh ben, on retire les moyens là où aux instituts médicaux. C'est effectivement sur... Ah, j'ai un retour, c'est bizarre. Oui. C'est étrange ce retour-là. Et donc, on se retrouve aussi avec une perte de moyens, c'est-à-dire que pour pouvoir accompagner correctement, notamment ces 4 enfants qui ont besoin d'autre chose que seulement apprendre à lire et à compter, ben on les place dans l'école en sachant que dans l'école, on n'a pas de place ou de lieu nécessaire pour travailler et effectivement sur les compensations qui sont nécessaires à ces enfants. Donc voilà, donc on reste toujours sur l'idée d'une inclusion, mais une idée appauvrie de l'inclusion finalement, puisqu'on n'a pas les moyens pour pouvoir correctement faire avancer les enfants, les faire progresser là où ils en sont, c'est-à-dire là où ils ont envie d'être, de faire voilà, d'être vraiment des partenaires, être avec eux, et aussi je suis assez d'accord aussi sur le fait que chacun doit parler à sa place, parce que malheureusement chez ces enfants-là, la pression des parents sur le désir d'un enfant idéal, effectivement construit par la société, fait qu'on se retrouve à souvent être confronté à ce deuil en fait parental de mon enfant ne rentre pas dans ces normes entre guillemets, hein. Moi je mets bien normes parce que voilà. Donc je rejoins là-dessus sur le fait qu'effectivement on a beaucoup on met en avant cette inclusion, mais on ne nous donne pas les moyens, et notamment nos collègues AESH qui sont très peu payés, pas formés, enfin voilà, donc ce qui fait que du coup on se retrouve avec dans des situations parfois qui peuvent être compliquées, voilà, parce qu'on n'est pas formé. C'est peut-être le moment de, comme on a démarré la discussion sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Jérôme, peut-être que tu veux rajouter quelque chose, intervenir sur ce que vient de dire Claudia. Sur Claudia, oui, de toute façon, je pourrais qu'abonder. Je ne sais pas encore si c'est le moment d'aborder l'école inclusive, qui est un chapitre de toute façon costaud, mais peut-être une digression sur ce que disait Odile, parce que j'ai participé, moi, à la concertation d'école inclusive avec Blanquer et Cluzel, qui était menée au sein du CNCPH. On avait fait de l'entrisme, non pas avec les syndicats, puisque les syndicats n'étaient pas invités, mais avec des collectifs AESH qui s'étaient montés sur les groupes Facebook qui fonctionnent plutôt bien. Il y a des groupes à plus de 20 000 AESH, parents, enseignants, etc., qui discutent là-dessus. Peut-être que je t'interromps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'AESH ? Alors, l'AESH, c'est l'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Élèves, hein, pas enfants. Je tiens bien à ce terme. Oui, oui, oui. Parce qu'on est dans le cadre scolaire, donc on considère l'élève comme un élève. Et en dehors du... Alors ça pose d'autres questions de droit, mais on ne s'occupe pas de l'enfant en tant que tel, voilà, puisqu'on se trouve dans le cadre scolaire. L'enfant, on peut le considérer dans le cadre périscolaire ou extrascolaire, mais on est embauché par l'éducation nationale, donc on s'occupe d'élèves. Donc c'est bon, c'est un point de détail, mais sur lequel quand même on se bat, nous aussi, vis-à-vis du ministère pour le faire reconnaître. Voilà, donc on intervient, nous, auprès des élèves en situation de handicap, notifiés par la MDPH. Donc ça veut dire que c'est un parcours du combattant déjà pour les parents
de faire reconnaître le handicap de leurs gamins auprès de la MDPH. C'est des dossiers extrêmement lourds et onéreux, en plus, onéreux, hein, c'est-à-dire qu'il faut se payer des pédopsies, des neuropsies, trouver des rendez-vous aussi avec tout ce beau monde, des spécialistes, pour constituer le dossier MDPH. Donc, une fois que le dossier est constitué, que ça passe en commission, etc., quand la notification arrive de la MDPH disant oui, on vous accorde un accompagnement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est le Graal, quoi, hein. C'est le Graal pour les parents. Ils pensent que le chemin est terminé et qu'ils vont être soulagés. Le problème, c'est pas ça du tout. Les problèmes commencent et ils continuent même, puisque là, on dégrade, nous, les conditions de travail des accompagnants d'élèves en situation de handicap. On est à peu près 90 000 hein, au sein du ministère, donc c'est pas anodin. Ça représente quasiment un personnel sur 6 maintenant à ESH, donc on n'a pas de... C'est des conditions très, très précaires d'emploi, on est sous contrat fonction publique, contrat renouvelable tous les 3 ans, donc ça fait 6 ans pour avoir éventuellement un CDI au bout de ça. On est sur des temps partiels imposés, donc ça peut être du 50%, 75% maximum d'un temps complet, donc ce qui représente une quotité horaire de 21 heures, 23 heures, 24 heures maximum par semaine. Et en termes de rémunération nette, on est aux alentours de 750 € net. Voilà, 750 balles net. Donc ça veut dire qu'on est tous obligés d'avoir un deuxième boulot. Ce n'est pas notre activité principale. Et on n'est pas formé, évidemment. La formation, c'est zéro, quoi. Donc on est lancé dans la classe quand on arrive dans ce boulot et on ne connaît pas le handicap, on ne connaît absolument pas les problématiques des élèves qu'on a à côté de nous, non pas en face de nous, mais à côté de nous. Hein. Pour le coup, c'est une autre position qui est une position intrigante aussi pour le prof. Donc on travaille normalement en lien avec les profs qui sont en face de nous, on est comme dans une position d'élève. Donc le prof lui aussi a un regard d'un adulte dans sa classe perpétuellement, donc il faut créer un rapport de confiance avec les profs aussi, quoi. C'est du boulot aussi avec l'institution. Voilà, donc ça c'est, bon, on est... voilà, donc ça c'est la précarité institutionnalisée du ministère, de toute façon de l'État d'une manière générale, hein, on ne va pas se leurrer. Nous, on est en train de revendiquer évidemment la création d'un corps et d'un statut de la fonction publique. On arrive bientôt à 100 000 à ESH, des notifications qui explosent de partout. Sur 93 par exemple, on est à plus 12% d'augmentation par an de notifications MDPH, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des accompagnants qui soient recrutés, etc., pour répondre aux besoins des accompagnements, quoi. Voilà. Donc on est dans une grosse problématique avec le ministère, avec Sophie Cluzel, et donc c'était juste là pour tirer un fil de ce que disait Odile Morin et de montrer à quel point le CNCPH c'est un vrai panier de crabes. C'est vraiment un panier de crabes, quoi. Je n'ai pas d'autres mots. Donc j'ai participé à la concertation de l'école inclusive. Blanquer et Cluzel menaient les débats et ça se passait au sein du CNCPH. Donc moi je ne connaissais pas ces associations gestionnaires et là on avait effectivement des grosses APF, Toupie, j'en oublie plein d'autres, quoi, des grosses associations qu'on voit partout sur le handicap. Toupie, ce n'est pas une grosse assoce, par contre. Non, Toupie, non, mais bon, voilà, pour le milieu scolaire, en tout cas, on en entend souvent parler, quoi. Alors, donc, il y avait une réflexion qui était menée, soi-disant, sur l'école inclusive, comment on peut l'améliorer, etc., etc. Alors que, bon, on savait pertinemment que les dés étaient pipés d'avance et qu'ils avaient leur petit truc dans la manette avant. Les discussions, nous, ce qu'on avait demandé, c'est que les discussions aient lieu entre les parents et les AESH, pour qu'autour de la même table, on puisse discuter de savoir comment on peut améliorer la fonction de l'AESH, etc. Vraiment, on était dans cette perspective-là.
le secrétariat d'État de Cluzel n'a pas trouvé le moyen, elle, de bien scinder les parents d'un côté et les AESH d'un autre. Donc, on ne s'est jamais rencontrés pendant toute la concertation de Cluzel. C'est dire l'état d'esprit, quoi. Voilà. Des choses ont été actées, ils ont fait du coup acter des choses, notamment les PIAL, donc ça c'est les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, la saloperie de Blanquer. Ça a été acté par le groupe parents et les fameux GEVASCO et les PPS aussi, sur lesquels tout le monde s'assoit. Et donc, le PPS a complètement sauté avec la bénédiction, notamment, et là, moi, je le dénonce fortement, de Toupy, qui a dit amen à cette supercherie. Voilà. Donc, ce qui veut dire, en fait, la stratégie, elle est simple. C'est que le payeur, donc c'est l'éducation nationale, le prescripteur, c'est la MDPH. Et face à l'inflation de notifications MDPH, Blanquer, lui, il est obligé de contraindre son budget, parce que là, il va avoir une explosion d'AESH. Donc, le payeur devient le prescripteur. Et on le voit avec les associations gestionnaires, même au niveau local dans les départements. C'est-à-dire que dans les CDAPH, donc les commissions qui décident de la notification pour les élèves, siègent dedans l'éducation nationale avec l'inspectrice ASH et toutes les associations gestionnaires qu'on retrouve au CNCPH. Donc, ils ont des représentants locaux. Et tout ce petit monde s'arrange pour truquer les notifications MDPH. Donc, au lieu d'avoir des notifications, par exemple, d'un accompagnement individuel pour un élève de 24 heures, parce que toute l'équipe médico-sociale a considéré qu'il fallait un accompagnement renforcé pour un élève, l'éducation nationale, dans la commission, va dire terminé, on ne propose plus que des notifications mutualisées. Donc mutualisées, ça veut dire que c'est 2, 3, 4 heures, 5 heures maximum, et quand on a du monde, quoi. Voilà. Donc il est là, ils sont en train de tout casser au niveau de l'inclusion scolaire à ce niveau-là. Et le nœud du problème, il est vraiment au sein des MDPH. Donc là, il y a les départementales qui arrivent. Hein. Donc on va alerter les listes, les différentes listes politiques pour qu'ils remettent un peu d'ordre et qu'ils donnent de l'autonomie, qu'ils redonnent de l'autonomie au MDPH. Quoi, hein. C'est lamentable. Voilà. Donc c'était pour tirer le fil d'Odile sur le bourbier du CNCPH et qu'on retrouve au niveau local. Quoi. Voilà, juste, est-ce que j'ai été compréhensible? Merci Jérôme. Donc effectivement, tu reposes le fait que il y a au sein des institutions gestionnaires, il y a à la fois moi, ce que j'entends, hein, c'est un mépris en fait des personnes et une volonté d'en donner le moins possible en fait. Enfin, oui, Odile, tu voulais répondre? Oui, vas-y. Oui, alors, bon, moi, je fais un constat, effectivement, il n'y a pas d'inclusion scolaire de fait. C'est-à-dire qu'en fait, mais on retrouve ça, c'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des bonnes intentions, comme le fait effectivement que les notifications passent plus par la MDPH. Ça pourrait être une bonne chose, sauf que le problème, c'est que c'est un moyen pour l'État de contourner les plaintes des parents qui, quand ils avaient en main une décision MDPH accordant une AESH individuelle, ils pouvaient attaquer le rectorat pour dire ben voilà, il n'y a pas les heures nécessaires. Aujourd'hui, les PIAL qu'a évoqué Jérôme, avec des auxiliaires mutualisés, ça permet à l'éducation nationale de gérer la pénurie. Et juste une petite clarification, en fait, les MDPH, ce sont les maisons départementales. Alors, ce sont les maisons départementales du handicap et ce n'est pas du tout un système idéal pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces MDPH, elles sont gérées par les départements et qui s'en servent comme un moyen de faire de nous des variables d'ajustement. Par exemple, on le voit sur tout ce que paye, parce que le département paye ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap,
et pour les personnes âgées, l'allocation personnalisée autonomie. Et donc, ces deux prestations représentent, il faut savoir, à peu près 50% du budget d'un département, en moyenne. Hein. Ça peut être un peu plus dans certains départements, un peu moins dans d'autres. Et la MDPH, donc, elle est gérée par un GIP, groupement d'intérêt public, dans lequel il y a l'État, il y a le département, mais c'est quand même le département qui a la présidence pour accorder des droits et qui, en même temps, paye une bonne partie de ses droits, sachant que, par exemple, quand la PCH a été mise en place, il y avait 50% qui étaient payés par l'État, 50% qui étaient payés par le département. Aujourd'hui, on en est à 25%. Donc, le département, plutôt que de s'attaquer à l'État, comme il devrait le faire systématiquement, c'est plus facile de s'attaquer à nos droits en diminuant nos droits. Et sur la scolarité, c'est un petit peu différent parce qu'il faut quand même savoir qu'au sein des CDAPH, c'est-à-dire ce qu'on appelle les commissions des droits et de l'autonomie personnes handicapées, qui sont l'instance qui valide le fait d'accorder ou de refuser des droits demandés à la MDPH par des personnes handicapées. Au sein de la CDAPH, il y a 21 membres, il y a un tiers de représentants du département, un tiers de représentants de l'État et des organismes de protection sociale et un tiers de représentants des organisations. Alors, dans un certain nombre de départements, il y a essentiellement beaucoup d'associations gestionnaires. Nous, ici à Toulouse, on a réussi à faire que les organisations qui sont juste gestionnaires, elles n'aient que le rôle consultatif. Il a fallu qu'on menace de saisir les tribunaux pour que ça s'applique. Mais il y a quand même des associations, effectivement, qui sont à la fois gestionnaires et qui se disent militantes. Malgré tout, je relativise parce que les associations n'ont qu'un tiers des voix. Donc, de toute façon, systématiquement, sauf quand il manque certains membres, c'est quand même la voix de l'État et du département qui sont prépondérantes. Et là-dessus, ils s'arrangent toujours à diminuer les droits des personnes. Mais c'est tout le problème d'avoir construit un système où on demande aux gens quelles sont vos incapacités plutôt que de leur demander quels sont vos besoins. Ce qui irait beaucoup plus rapidement et on découpe les gens en petits bouts. Et après, moi, je plaide pour un système comme le système espagnol, c'est-à-dire que, enfin, le système espagnol, dans le système au Pays Basque espagnol, où par exemple, il y a une association qui s'appelle Gaotena, qui est une association qui s'occupe d'accompagner des enfants et des adultes autistes, et où finalement les parents qui vivent là-bas n'ont qu'une chose à faire, c'est inscrire leur enfant à l'école, comme n'importe quel parent, pour n'importe quel enfant. Et là, l'école, effectivement, s'occupe de recruter un éducateur, un psychologue, à faire intervenir un ergothérapeute, etc., dans des locaux qui sont dans l'école, c'est-à-dire qu'il y a des salles où les enfants peuvent faire leur éducation en dehors des heures de cours ou pendant certaines heures de cours, et où il y a des professionnels formés qui interviennent pour accompagner les enfants. La France a choisi un système où on a considéré, mais c'est la même chose avec l'aide à domicile, hein, pour les personnes qui ont une ordinaire, que n'importe qui pouvait accompagner des personnes handicapées, y compris sans formation. Et c'est là que le bas blesse. Et en plus, en maltraitant ces personnels, comment peut-on espérer que des personnels maltraités puissent bien traiter les personnes qu'ils accompagnent? Déjà, il y a un premier problème à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce que je relève de la politique qu'on mène dans ce pays, hein, et que la gauche et la droite ont mené depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait, nous, on défend le droit à la vie en milieu ordinaire et la fin des institutions. Seulement, ils se servent de notre volonté de mettre fin aux institutions pour nous vendre de la vie ordinaire low cost. Or, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas des personnes qui interviennent à notre domicile, qui ne savaient pas ce que c'était qu'une personne handicapée, qui maintenant se pointe chez nous pour nous laver les fesses. C'est violent pour les deux parties. Nous, on veut des professionnels qui soient respectés, qui soient payés correctement, dont les pénibilités soient compensées quand il y a des horaires atypiques, quand il y a des choses comme ça. Et puis, on veut des assistants d'éducation qui soient des personnels formés, des personnels dont la qualification est reconnue, dont la compétence est reconnue, qui peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel, et qui soient bien placés avec les enfants. Mais il s'agit pas. Le problème, c'est que l'éducation nationale n'a comme seule réponse que les AESH et avec des quotités d'heures complètement insuffisantes. Parce que la mutualisation, par exemple, ça aboutit à quoi? Ça aboutit que la MDPH va dire AESH mutualisé. Mais on ne sait pas du tout à combien d'heures le gamin a droit. Donc, vous pouvez avoir une AESH pour 4 gosses, comme vous pouvez en avoir une pour un seul gosse. Sauf que peut-être que l'AESH va venir pour le cours de gym où le gamin n'a pas besoin, alors que pour le cours de maths où il a besoin, il n'y aura personne. Et vous avez des gamins qui sont déscolarisés à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui sont les plus accompagnés. Et puis, il y a aussi des réponses qui ne sont pas données. Les réponses principales que l'éducation nationale devrait donner,
c'est déjà un truc tout bête. Un gamin dyslexique à qui un enseignant continue à refuser le bénéfice de l'usage d'un ordinateur, c'est une aberration. C'est comme si on lui liait les deux mains dans le dos et qu'on lui disait « maintenant tu vas écrire ». Voilà. Alors qu'on sait que ces gamins-là, à partir du moment où on leur apprend, parce qu'il faut leur apprendre à utiliser l'ordinateur, il faut leur apprendre à utiliser les logiciels qui s'adaptent à leur handicap. Il faut surtout faire que les enseignants ne puissent pas refuser le matériel, comme la réglette scan pour scanner les documents, etc. Comme exiger des enseignants qu'effectivement, ils aient une version écrite de leur cours pour que l'enfant puisse le retravailler à la maison, etc. Et puis, ça nécessite que les enseignants, et pas certains enseignants, soient formés, que tous les enseignants. Je veux dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des enseignants spécialement pour les enfants handicapés, d'autant plus que c'est un leurre. Parce que si on prend par exemple l'exemple des gamins dyslexiques, dysgraphiques, dysorthographiques, ce sont les gamins qui, il y a 20 ans, dont on disait ce sont des feignants, il faut les dégager, il faut les envoyer en SECPA, et puis il faut les envoyer faire un métier professionnel, ce qui d'ailleurs n'est pas sympa, parce que ça demande beaucoup de compétences d'être dans le secteur, je veux dire, de faire des métiers manuels. Faire un métier manuel, ça demande des compétences aussi, pas les mêmes que d'autres métiers, mais ça demande des compétences. Donc, c'est dévalorisant pour ces gamins, c'est dévalorisant pour les gens qui font ces métiers-là, et c'est dévalorisant pour les gamins qu'on oriente comme ça. Ces gamins-là, on les considérait comme inutiles, qui ne savaient rien faire. Alors qu'aujourd'hui, il y a ces gamins qui finissaient, qui étaient orientés très tôt quand ils n'étaient pas virés de l'école et quand ils ne finissaient pas délinquants. Aujourd'hui, ces gamins, quand ils réussissent à être accompagnés correctement, avec le matériel, avec les accompagnements humains et techniques nécessaires, il y en a qui font maintenant des maîtrises, des doctorats, des choses comme ça. De la même manière que les gamins trisomiques, aucun Français n'admettrait qu'un gamin considéré comme valide n'aille pas à l'école. Par contre, si ce gamin valide qu'on n'envoie pas à l'école, ben, il aurait des grosses carences, des grosses difficultés. Simplement, c'est la même chose pour les gamins handicapés. Les trisomiques, par exemple. On dit souvent les gamins qui ont une déficience intellectuelle. D'ailleurs, on les a planqués dans des IME pendant des années et on continue à le faire pour les classes les plus populaires. Ces gamins trisomiques, ben en France, il y a une jeune trisomique qui a obtenu son bac. Et il y a un jeune trisomique au Maroc qui a obtenu un bac +4. Pourquoi? Ben parce que qu'est-ce qu'il y a de commun chez ces enfants? C'est qu'ils ont eu des parents qui se sont battus comme des malades pour leur faire l'école à la maison en plus de l'école à l'école, etc., etc. Ils se sont battus pour imposer effectivement des moyens pour leurs gamins, ce que tous les parents ne peuvent pas faire. Tous les parents ne sont pas à égalité à ça. Et donc, effectivement, il y a un vrai problème. Et le problème, c'est que certains enseignants qu'on n'a pas formés, qu'on n'a pas obligés à se former, parce que moi, je considère que c'est le devoir de l'enseignant de s'adapter à tous les enfants, ben, il découvrirait que s'il était formé à tous les types de handicap, ça lui donnerait des moyens pédagogiques supplémentaires pour l'ensemble des enfants. Parce que qui est en échec dans l'école publique aujourd'hui en France? Les enfants qui ont le moins de capacité intellectuelle, les enfants qui ont des difficultés, mais aussi les enfants qui sont doués. Parce que l'école de la République forme une élite à partir de ceux qui sont dans la norme, dans la moyenne. De quel droit on a décidé qu'un enfant il devait être en 6e à tel âge? Pourquoi on ne laisse pas à chacun le rythme auquel il peut aller? Pourquoi on ne fait pas une école qui apprend la coopération plutôt que la compétition? La compétition, c'est bien dans le sport, mais en dehors du sport, c'est une logique d'exclusion pour beaucoup d'entre nous. Donc moi, je plaide pour un milieu scolaire, pour des écoles d'abord qui, au niveau de l'architecture, ont des classes qui permettent de mener des rééducations sur place sans être obligé de trimballer un gamin de l'école au centre de rééducation et les parents d'occuper les parents à ça. C'est des lieux où il y a des professionnels et pas seulement des accompagnants qui devraient être qualifiés, qui devraient être formés à tous les types de handicap, mais aussi des psychologues avec des thérapies comportementales, des éducateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des gens qui vous apprennent à utiliser l'ordinateur quand vous avez des problèmes. C'est toutes ces choses-là qui permettraient d'avoir une école réellement inclusive. Et on en est très loin, très loin. Merci Odile. Donc, un dernier truc, excuse-moi. Et ouais, en fait, c'est ce problème aujourd'hui et qui fait qu'il y a des différences, des divergences peut-être avec des associations comme Toupi, qui est une association qui n'est pas une association gestionnaire, très clairement. C'est que, effectivement, le problème de faire passer par la MDPH, c'est complètement aberrant. Mais le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, demander au rectorat et à l'éducation nationale de gérer ça alors qu'ils ne le connaissent pas,
c'est les obliger à faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire et pour lesquelles on ne les a pas formés. Donc, le problème, c'est toute la transition. Et là aussi, la France a une obligation qu'elle n'a toujours pas remplie vis-à-vis de l'ONU, c'est de dire quel est son plan pour permettre la réorientation des moyens vers le milieu de vie ordinaire. Et le problème, c'est que la France veut le faire à moyens constants. Donc, on ne peut pas maintenir des moyens pour l'institutionnalisation et en même temps mettre des moyens pour la vie ordinaire. Il y a une période qui forcément va être plus coûteuse parce qu'il va falloir non pas fermer tout et dire aux gens démerdez-vous, mais faire cette transition et nécessite plus de moyens, ce que l'État français refuse de faire. Donc effectivement, c'est une question de moyens. Ce que tu disais aussi, tu parles aussi beaucoup de l'exclusion à la fois des personnes en situation de handicap, mais en définitive de toutes les personnes qui ne sont pas dans la norme du besoin utilitariste de la société capitaliste, en fait. Et on pourra peut-être débattre avec Jérôme et Claudia de la question du fait que les enseignants devraient être formés à tous les types d'élèves. Peut-être prendre 5 petites minutes encore pour parler de ça et puis passer à la troisième partie de ce débat sur le handicap pour parler aussi des mesures à prendre pour traiter ces questions-là et laisser à ce moment-là la parole à David qui va pouvoir aussi nous faire part de son expérience et de la façon dont il vit les choses aujourd'hui. Jérôme et Claudia, vous voulez réagir à l'intervention de Dil sur la question de la scolarité des enfants en situation de handicap? Oui, alors là j'abonde vraiment dans tout ce qu'a dit Odile. Hein. Moi je rêve, vraiment je rêve de ne plus avoir à faire ce boulot en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de compenser le handicap des enseignants. On a ouvert en fait le compas du handicap au 10 et je pense que c'est ça qui a posé un gros problème aussi au ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que là, on a vu effectivement un nombre incalculable de notifications arriver pour ce handicap, qui est un handicap sérieux. Les 10 représentent maintenant une partie importante des accompagnements qu'on effectue, hein, tout comme les TDA, hein, troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Donc voilà, ça c'est vraiment maintenant le gros pôle, il ne faut pas se le cacher non plus, hein. Il y a des différenciations à faire aussi dans le handicap que je mettrais quand même, qui pourraient être compensées, notamment sur les 10, par des techniques que pourraient apprendre les enseignants dans le cadre de leur formation d'enseignants. Hein. Vraiment, ça, je ne comprends pas pourquoi on a besoin des AESH là-dessus. Et pourtant, j'en accompagne. Hein. J'en accompagne. Après, il y a 10 et 10. Il y a des gravités de 10 qui sont conséquentes, qui sont liées aussi avec d'autres handicaps de TDA, etc., qui sont du multi-handicap à gérer. Donc, il y a, des fois, la présence de l'AESH est nécessaire, quoi, hein. Ça, c'est évident. Mais il faut que ce soit fait vraiment en bonne intelligence pour que quand même le prof… Alors ça aussi, on peut tomber aussi sur une réflexion sur l'école d'une manière générale. Hein. Des classes à 40 gamins, c'est clairement pas possible pour un enseignant de s'occuper de gamins qui sont en situation de handicap. Hein. Donc là, il faut déjà taper un grand coup dans la fourmilière pour que ce soit plus un moyen constant, comme tu le dis, Odile, mais que ce soit des moyens extrêmement conséquents, quoi. Et ça, vraiment… on ne pourra pas faire autrement. Et sur le bâti, il faut tout revoir. Et on le voit aussi pendant la crise du Covid, hein, on en souffre. Et paradoxalement, on s'aperçoit que les écoles Jules Ferry, finalement, elles sont plus adaptées au Covid que les nouveaux locaux. Parce que c'est des grandes salles, il y a des grandes fenêtres. Donc finalement, on va peut-être revenir à ce côté un peu Troisième République. Bon, c'est parce qu'on fête la commune, là, peut-être cette année… je suis lancé là-dessus. Mais vraiment, il y a une réflexion à mener sur l'école, mais l'école, pas l'école inclusive, quoi. J'en ai marre de ce mot d'inclusif. C'est de l'école tout court et comment on accueille les élèves en situation de handicap qui ont qu'un handicap, je dirais. C'est tout, hein, ils ont juste ça de plus. On peut trouver des moyens de compensation très simples. Alors c'est sûr, il faudra des moyens à un moment donné et tout revoir pour éviter de payer des AESH
aussi qui servent à rien. Faut pas disons-le franchement. Il y a aussi des AESH il y a des notifications qui arrivent et on se demande même pourquoi. Voilà, donc peut-être se concentrer là-dessus et peut-être créer, alors ça c'est d'autres propositions, moi j'avais fait cette proposition à la commission d'enquête de Jumel sur l'école inclusive à l'Assemblée, là, c'est peut-être de créer même 2 corps de métiers différents, peut-être à voir, en fonction du handicap de l'élève et de l'autonomisation que pourrait donner l'école. Il y a le modèle italien là-dessus, je pense qu'il est peut-être pas trop mal, parce que les enseignants, eux, ils ont des gamins handicapés dans toute leur classe, ça pose pas de problème. Il n'y a pas d'AVS à côté d'eux, forcément. Donc comment ils font? Mais ils sont combien par classe en Italie, quoi? Ils sont 2 enseignants. Dès qu'il y a un enfant handicapé, il y a un deuxième enseignant qui vient dans la classe. Voilà. Donc nous, voilà, il pourrait y avoir cette solution qui coûterait quand même, je pense, moins cher, et d'avoir là pour le coup du personnel vraiment, vraiment formé, quoi. Donc vraiment, moi j'ai l'impression qu'on pallie le handicap des enseignants. Désolé Marjorie et Claudia, mais je sais pas, peut-être que voilà, vous devez le ressentir aussi, d'avoir ce manque, quoi, de formation pour accueillir ces mômes, quoi. Alors, moi, mon intervention, elle va plutôt être sur ma casquette pédagogique, hein. Donc, par ailleurs, je suis adhérente au mouvement de pédagogie Freinet. Donc, c'est-à-dire que la coopération, moi, ça me parle. Le rythme de l'enfant, ça me parle. Moi, je pense que le problème majeur qu'on trouve aujourd'hui, et peut-être moins, c'est qu'effectivement, pour être soi-disant bon, il faut qu'on soit bon en français et en maths, sauf que c'est pas que ça. Moi, je suis désolée, ça c'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Enfin voilà, c'est utile, c'est nécessaire, mais ce n'est pas les seules formations nécessaires. Donc tout est axé là-dessus. Moi, je le vois. Parce que c'est ce qu'on me demande, voilà, et c'est l'attente aussi des parents, et c'est aussi l'attente de l'institution, alors qu'à côté de ça, j'ai des gamins qui sont pourtant des handicapés lourds et qui sont capables de scier, qui sont capables d'être minutieux, qui ont des techniques, que c'est pas valorisé. Donc effectivement, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Enfin, si c'est, en fait, finalement, l'école, elle est la reproduction totale de la société, c'est-à-dire que finalement, on est sur une exclusion et un choix qui est fait sur 2-3 matières, c'est-à-dire les meilleurs en français, les meilleurs en maths, et les autres, ça finit en seconde zone, quoi, en seconde, troisième, quatrième zone. Donc, je pense que c'est déjà le statut des apprentissages à remettre en cause. Pour moi, c'est important qu'un enfant il sache bien dessiner. Pour moi, c'est important qu'un enfant il sache bien raconter. Pour moi, c'est important qu'un enfant sache lire. Pour moi, c'est important qu'un enfant sache découper, sache faire de la pâtisserie, qu'il ait de la musique et qu'il ait un panel tout à fait important, qui soit complètement polyvalent. Donc là, on est là-dessus. Ça, c'est mon côté un peu militante pédagogique. Je le vois très bien parce que moi, je travaille avec des autistes lourds. Alors après, et qui sont capables de faire des choses extrêmement intéressantes et qui peuvent présenter aux autres, et que du coup, parce que c'est pareil, une inclusion sans échange, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est un enfant qui va dire oui, ok, il a appris sa leçon, c'est très bien, il a fait son devoir, il va avoir son A, son 20, son 18, très bien, mais ce qui est important dans l'inclusion, c'est quand même l'échange. Je suis désolée, c'est l'échange qu'il a avec ses pairs. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, ce n'est pas valorisé. Et si on ne met pas en place des moments de vie, que ce soit dans la classe ou dans l'école, l'enfant, même s'il est inclus dans l'école, il est quand même à part. Je suis désolée qu'il soit accompagné, qu'il ait un ordinateur, qu'il ait ou pas. Pour le coup, c'est vraiment une histoire de vie. Voilà. Parce que tout le monde a sa place, et là, je suis entièrement d'accord avec Odile, tout le monde a une place et tout le monde mérite sa place. Et ça, sur ça, moi, je suis claire, pour moi, c'est important. Mes collègues AESH, elles sont pas formées, mais c'est pareil, elles ont leur place, elles ont des choses à dire, on a des choses à travailler ensemble, on est en collaboration. Donc,
Après, moi, je ne suis pas tellement fan de l'école du troisième, de la Troisième République. Jérôme, tu m'excuseras, on va être, tu vois, moi, je serais plutôt fan d'une école des années 70, c'est-à-dire bien plat pour que tout le monde puisse circuler dans le calme, tu vois, avec un espace de vie à l'extérieur qui permette une vie où on retrouve des enfants, c'est-à-dire ben, où ils peuvent courir, jouer, grimper, parce que ça aussi, c'est nécessaire, c'est important. Moi, j'ai des gamins porteurs de handicap. Alors, je ne sais pas trop quel vocabulaire utiliser. En attendant, j'ai de la chance dans le 93. En situation plutôt que porteur, si tu veux bien. Voilà. Merci, en situation. Et donc, du coup, le fait d'avoir le parc à côté me permet d'avoir des moments de vie, et même ne serait-ce que, mais c'est pas les seuls, c'est-à-dire que là, du coup, moi je le vois parce que effectivement, je suis avec des enfants. Nous, on est en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, on a très peu de parcs. Les enfants, ils n'ont pas le droit de grimper aux arbres, ils n'ont pas le droit de se salir, ils n'ont pas le droit de courir, ils n'ont pas le droit de manger de la terre. Et ben, c'est quand même un plaisir, et ça, c'est pour tous les enfants, et pas uniquement. Enfin, je crois qu'il y a des choses, c'est tous les enfants, et pas seulement les enfants en situation de handicap. Donc, ils ont le droit à pouvoir s'éclater. Et je pense que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que faire rentrer la vie dans l'école, c'est quand même vachement plus important que… Voilà, enfin, c'est aussi important parce que c'est à partir de ça que les enfants vont commencer à apprendre à lire et à écrire. Axil, il peut écrire baleine 106 fois, je finis, il peut écrire 106 fois baleine. Quel est son intérêt si finalement son intérêt c'est plutôt d'essayer de rentrer en communication avec les autres pour aller jouer avec eux. Et c'est quand même ça qu'il faut appuyer. Voilà, c'est ça. Et à partir de ça, que bah, moi, je vais pouvoir dire, bah, tiens, Axil, camélia, ça s'écrit comme ça, jouer, ça s'écrit comme ça, attrape, ça s'écrit comme ça. Et là, on rentre, et on va rentrer dans des apprentissages dits scolaires. Mais faire l'inverse, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est vrai, je pense, en tant que militante pédagogique, pour tous les enfants, et pas uniquement ceux en situation de handicap. Merci Claudia, et merci aussi du coup pour la transition vers la troisième partie de notre débat, parce qu'en fait là, ce qu'on entend autant à travers l'intervention d'Odile que les réactions du chat ou l'intervention de Claudia et de Jérôme, c'est qu'en définitive, le handicap, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la violence de l'organisation sociale vis-à-vis des personnes qui ne sont pas dans la norme, en fait. Et donc, on peut, comme tu dis, l'école, c'est le reflet de la société. Et donc, la façon de traiter les élèves comme des élèves qui doivent subir la hiérarchie autant des matières, de la discipline, de la façon de se comporter pour devenir ensuite des personnes utiles à une société, à une organisation sociale utilitariste qui va exclure de fait toutes les personnes qui ne correspondent pas à la norme. C'est d'un point de vue plus général, en définitive, le débat qui nous porte. Et donc, on peut peut-être passer à cette troisième partie. Donc, quelles seraient les mesures qui faciliteraient, qui favoriseraient en fait l'épanouissement de la personne de fait dans une société juste, en partant déjà en première partie d'une réflexion autour de la violence sociale et de l'exclusion sociale, peut-être poser la question maintenant de comment se fait-il qu'on ait autant de personnes qui soient exclues et qui se retrouvent aujourd'hui en situation de handicap en France. Alors on voit que c'est une question de moyens, mais que ce n'est pas qu'une question de moyens. Et ensuite, terminer la rencontre avec un débat plus général sur ce qu'on souhaiterait mettre en place au sein d'une société juste. Alors peut-être par rapport à ça, David, est-ce que tu es encore là pour nous parler un petit peu de ce qui t'est arrivé et de ta situation aujourd'hui? Oui. Alors, ton micro est coupé, David. Donc, oui, donc moi je suis un réseau depuis des années. Je connais bien Odile, j'ai vu ses vidéos et tout, donc je suis un peu Odile.
me permets de t'interrompre, on t'entend assez mal. Alors, peut-être rapprocher ton téléphone du… C'est bon? Comme ça. Mieux là? Vous entendez? On t'entend. C'est pas terrible, non. On t'entend mal, mais on t'entend. Ouais. Donc, je me présente. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc là, je suis j'imagine depuis le début du montage. Et c'est un énorme aspect de pouvoir rencontrer Odile. Enfin, tout ce qu'elle a fait comme mouvement, tout ce qu'elle continue, en fait, à combattre. Donc, quand je suis Odile, on chante tout le monde. Donc, là, sur les zones, j'ai fait un tir de bébé le 16 mars. Quand le Fouquet, en fait, il se prend feu, je le prends là dans la vidéo. Donc, c'est une prothèse oculaire. C'est juste une petite lentille. Donc, vous voyez, ça, ouais. Donc, Oui. je prends le côté gauche. Alors là, désolé, David, en fait, on ne t'entend pas bien. Peut-être on va chercher une autre solution. Je pense qu'il faut que tu ne bouges pas devant ton micro et que tu tiennes vraiment toujours la même distance et que ça ne résonne pas. Et peut-être que tu coupes l'oreillette parce que tout à l'heure, on t'entendait bien. Donc, là, on ne t'entend plus. Ouais. Ah. Mieux là? Ah oui. Ah oui, là, on va te comprendre. Okay. Ouais. Très bien. C'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. Donc voilà, je suis gilet jaune depuis le 16 novembre. Hein. Je connais très bien Odile avec toutes ses vidéos, toute son arrestation. J'étais choqué ce jour-là d'ailleurs. Un énorme respect à Odile pour ce qu'elle a amené au mouvement et le combat qu'elle continue en fait. Donc voilà, moi j'ai pris un tir d'LBD le 16 mars en fait quand le Fouquet s'y prend feu. Donc cette journée-là, c'était une journée chaos. Hein. C'était un chaos total au champ. Donc en fait, moi je me suis écarté d'eux parce que je les ai vus s'installer. Donc je me dis c'est bon, j'ai pris assez de gaz. Et au moment où je me retourne, en fait, je tourne la tête et je prends le tir de BD. Donc sur l'œil gauche, vous voyez là, en fait, il y a plus de. C'est une lentille en fait. Donc j'ai plus aucune visibilité du côté gauche. Donc voilà, le handicap, maintenant je le connais en fait depuis 2 ans. Donc après, j'ai rien fait pour. Comme je te disais tout à l'heure, Marjo, j'ai pas fait le dossier MDPH, j'ai rien fait du tout en fait. Donc voilà. Oui, t'expliquais tout à l'heure que tu n'avais pas fait le dossier de MDPH parce que c'était trop compliqué, il faut beaucoup de papiers. Moi, quand j'ai fait mon dossier de MDPH, il m'a fallu 9 mois. Et c'est infiniment compliqué, en fait, ne serait-ce que d'être reconnu par les institutions, en fait. Même si là, la discussion qu'on vient d'avoir précédemment, elle disait, enfin, on parlait de sortir des institutions, mais le fait même d'être reconnu handicapé par les institutions, c'est déjà problématique. Et de pouvoir bénéficier d'une compensation, ça l'est aussi. En fait, tout est fait, entre guillemets, pour invisibiliser en fait, ce type de situation. Et là, dans ton cas, vraiment merci d'intervenir dans cette soirée, parce que là, dans ton cas, c'est vraiment symbolique aussi de la violence d'une société, d'une organisation sociale, et là, sur le coup, d'un gouvernement qui attaque directement la personne dans son intégrité physique. De même que, même si c'est à un autre niveau, le système scolaire attaque les personnes tel un rouleau compresseur dans leur développement en tant que personne. Donc, voilà, si quelqu'un veut réagir à ce que tu viens de dire. Juste une petite joke, si vous voulez. Moi, je dis qu'il y a quand même un domaine dans lequel on a progressé en France. C'est l'égalité dans le domaine de la violence. Oui, et de la répression. Effectivement, le handicap, maintenant, on est
en matière de répression et en matière de violence, on est traité à égalité avec les valides. Donc, je pense qu'il faut remercier ce gouvernement d'avoir fait progresser nos droits, puisque Macron avait promis de faire du handicap sa priorité. Bon, effectivement, il n'avait pas précisé que sa priorité, ce serait d'éborgner et de violenter. Mais ceci étant dit, je voudrais quand même dire à David que, bon, j'espère qu'il a… après, je sais que c'est très difficile, mais j'espère pour lui qu'il a pu se faire aider pour porter plainte contre l'État. Et qu'au-delà de ça, je pense qu'il est important qu'il fasse reconnaître sa situation par la MDPH. Alors après, tout dépend quelles sont les contraintes que cela donne dans sa vie quotidienne, personnelle, professionnelle et autres, parce que typiquement, perdre un œil, bah, ça n'a pas les mêmes conséquences, par exemple, si vous êtes chanteur d'opéra, que si vous êtes tireur d'élite ou que vous êtes chauffeur routier, par exemple. Hein, donc, ça montre bien à quel point on peut avoir des incapacités, des différences, mais ce qui fait la notion de situation de handicap, c'est bien l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit sur le plan architectural ou que ce soit sur le plan organisationnel. Voilà, et merci hein, David, et bon courage à toi surtout. Et voilà, baisse pas les bras surtout. Je sais que c'est pas facile, mais c'est… Non, bah, ça fait 2 ans que c'est un enfer. Hein. Ça fait 2 ans que c'est vie familiale, tout. Je suis même suivi par un psychologue, donc c'est pour te C'est dire. normal, tu as subi un choc. Beaucoup de gens qui Et, ont été violentés sont en situation de stress post-traumatique, hein, tout simplement. voilà, c'est ça. Ouais. Donc on y travaille pour remonter ça, mais c'est vrai que les idées, elles passent par la tête. Après, pour le boulot, bah, j'ai réussi quand même à reprendre parce qu'en fait, j'ai eu, entre guillemets, en fait, la personne qui est la visite médicale, en fait, elle savait même pas ce que je faisais. Donc, on en revient au même problème, en fait, c'est que j'ai repassé une visite médicale envers une personne qui était même pas capable de savoir ce que je faisais comme boulot. Donc, ça va, j'ai réussi à reprendre mon taf que je voulais. Mais au niveau moral, c'était pas évident du tout, en fait. On est complètement perdu, en fait. Donc, j'ai eu du mal à reprendre mon taf que je faisais avant depuis une paire d'années et ça n'a pas été facile. Maintenant, j'y arrive, mais bon, je stresse plus vite qu'avant, en fait, on va dire. J'ai moins facilité à bosser qu'avant. C'est pour ça que j'ai pas fait le truc handicapé, en fait. Je me dis que j'arrive à remonter, j'arrive à ressortir, à rebosser, en fait, à reconduire, que à la base, je devrais même pas reconduire. Je devrais même pas, parce qu'on m'a dit que je devais passer un examen, je l'ai pas fait, donc j'ai reconduit comme ça au bout de 3 mois. Donc je me dis, bon, bah, c'est tout, on va laisser comme ça, et puis on va faire la suite, quoi. Fais attention parce que ça va te… quand on conduit sans avoir passé la visite médicale après un accident de travail ou autre, ça veut dire qu'on n'est plus assuré de fait si un jour il arrive un accident. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, ouais, si tu es chauffeur, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais moi, je t'invite vraiment à mobiliser les moyens de la MDPH. Après, tu n'es pas obligé de les utiliser. Il faut savoir quand on fait un dossier MDPH, par exemple, une reconnaissance de travailleur handicapé qu'on obtient et que tu obtiendras sans problème, on n'est pas obligé de la présenter à l'employeur pour autant. Il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, tu n'attendras pas 6 mois pour l'avoir si tu en as besoin. Ils ne sont pas censés être au courant de ça? Non, du tout. Non, non. Juste la visite médicale. Enfin, non, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça qui est par contre, ton employeur, s'il est au courant de la situation, c'est pas normal qu'il te, entre guillemets, qu'il te laisse bosser comme ça sans… Voilà, parce qu'il y a peut-être des moyens organisationnels pour te permettre d'avoir peut-être des rétroviseurs supplémentaires, d'avoir des moyens de compensation dans ton véhicule qui fassent que tu sois en sécurité, les autres aussi. Ouais, non, mais je suis pas routier, en fait. Reconduire la voiture, c'est ce que je veux dire. Oui, non, oui, mais… Je travaille en usine et on fait tout ce qui est pièces pour l'aéronautique. D'accord. Donc, en fait, je gère 4 machines. Et du coup, 4 machines enfermées dans une boîte à coco, on va dire, dans une forge, en fait. Et du coup, c'est pas évident, en fait. Et j'ai réussi quand même à travailler. Du coup, c'est pour ça que j'ai lâché l'affaire, en fait, avec le dossier MDPH. Parce que je me dis, dans un sens, en fait, si un jour cette usine-là ferme, je pourrais plus retravailler en intérim à faire de la manute comme je fais en ce moment, en fait. Donc, c'est ça qui me… Enfin, je te dis, en tout cas, l'employeur n'en a pas connaissance. Ouais, d'accord. Il n'y a que toi qui peux le tenir au courant, c'est là-dessus, sois tranquille. Voilà. Merci David. Il y a Nolwenn qui voulait réagir. Oui, bonsoir. J'avais 2 questions pour David.
Par rapport à votre employeur, si vous avez besoin d'une adaptation de poste de travail, vous devez quand même l'informer de votre handicap. Vous n'avez pas besoin de préciser, sauf parce que si après, si vous passez devant un médecin, etc., et on adapte le poste de travail au handicap. En tout cas, moi je travaille dans une université, c'est ce qu'on fait en fait. Ouais, mais le souci, c'est que de toute façon, l'employeur, il a été au courant parce que c'est passé en fait dans le journal et tout, comme quoi j'avais pris un tas de BD. Mais ce qui m'a un peu plus choqué, en fait, c'est que, enfin, moi, c'est ce que je voulais au fond de moi. Je voulais reprendre à mon poste de travail à tout prix, pour que ça soit une fierté, en fait, de pouvoir reprendre à mon poste. Mais en fait, c'est qu'on a été à la j'ai passé devant la médecine du travail et la femme, elle savait même pas ce que je faisais, quoi. Ah Donc oui. c'est ça un peu qui m'énerve dans le principe. Après, moi, ça m'arrange que je retourne à mon poste, mais on se dit, voilà, on passe devant quelqu'un qui est quand même assez remonté, quand même, qui valide quand même ta reprise de travail, et au final, c'est même pas ce que je fais. Donc, Mais au sein de l'entreprise, il n'y a personne qui a pu vous accompagner justement dans les démarches auprès de la médecine du travail et tout ça? non, j'ai même pas demandé, en fait. J'ai même pas demandé. Moi, le but, c'était de reprendre vraiment mon boulot, parce qu'au bout d'un an d'arrêt, j'ai eu quand même un an d'arrêt, donc au bout d'un an, moi, je voulais à tout faire reprendre. Je voulais Et même à pas. aucun moment on vous a proposé un accompagnement, Non, on m'a qu'il demandé soit de. administratif, psychologique ou J'ai etc. demandé si je voulais travailler à mi-temps. Donc moi, je leur ai dit non, ça c'est sûr. De toute façon, moi, je voulais reprendre une vie normale, en fait. Mais en aucun moment, on m'a proposé de m'aider à faire le dossier ou autre chose. En fait, on m'a remis là-dedans et c'est tout. À aucun moment, on est venu me voir. Si, ils sont venus me voir parce qu'ils voyaient que ça allait pas moralement, mais à aucun moment, ils m'ont dit, oh, tiens, on peut aménager ton poste ou quoi, qu'est-ce. Donc, voilà. Ouais, mais ça, c'est pas normal du tout, quoi. Ouais, bah, je sais. De toute C'est façon. dégueulasse. Après, moi, dans ma tête, en fait, je voulais vraiment à tout prix reprendre mon poste de bout. Oui, mais pas coûte que coûte. Enfin, je veux dire, l'employeur peut adapter les postes, mettre les Et conditions même l'infirmière, nécessaires. en fait, elle est même pas venue voir si ça allait. Enfin, voilà, ils ont vu que ça allait pas. Du coup, ils m'ont envoyé un peu. J'ai été un peu convoqué avec mes chefs pour voir comment ça se passait et tout. Donc, je leur ai expliqué que j'étais complètement perdu niveau. On a carrément la moitié de la vue, en fait, qui est changée. Donc, niveau dimensionnel, j'étais perdu et que voilà, du coup, ils m'ont dit, bah écoute, il faut voir avec l'infirmière. Mais après, on a eu la discussion avec l'infirmière, mais l'infirmière, elle n'est pas venue me voir, savoir si ça allait ou pas. Ok, Ouais. on va dire, voilà, je reprenais normal et puis c'est tout. Voilà. Ouais, ça veut dire que quelle que soit la situation, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de suivi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de soutien en fait dans ce qui t'est, Ouais, dans ouais. ce qui t'est arrivé. Non seulement tu as subi une répression criminelle, mais maintenant tu es complètement laissé seul face à toi-même avec du coup des institutions complètement irresponsables. Ouais, surtout que le boulot en fait que je fais, moi, c'est dans l'aéronautique. Donc s'il y a des erreurs, en fait, on tape un peu sur les doigts vite fait, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu stressant, mais je le fais parce que voilà, c'est Bah oui. c'est très compliqué. Mais Béatrice, oui, vas-y. j'ai réussi à Pardon. reprendre. C'est le principal. Moi, je voulais J'ai pas pris me le son. considérer comme en fait avec un œil en moins. Moi, je le sais au fond de moi, mais au niveau des autres, je voulais pas qu'on me regarde bizarre, en fait. C'est ça, en fait. Je voulais pas qu'on voie le handicap. Ouais. Tu voulais pas paraître diminué aux yeux des autres, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Bah, ça renvoie à ce que tu disais, Odile, par rapport au validisme, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intégré socialement. Moi, c'est la première fois, là, comme ça, publiquement, que je me déclare travailleur handicapé, sinon je ne le dis pas. Et ça pose ça pose aussi justement tout le poids social qui vise à invisibiliser les Ah, on est personnes, quoi. on est
été un peu éduqués comme ça, en fait. On a été un peu lobotisés comme ça, en fait. Les handicapés, C'est on les ça. met de côté. Les bons élèves, on les met en première classe. Les moyens élèves, on les fait en apprentissage. C'est le pays, en fait, qui veut ça. De rien, c'est comme ça, en fait. Et c'est ça qui est malheureux à la base. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu les Gilets jaunes, Ouais, entre autres. carrément. Donc, Je sais que j'ai eu une hernie discale il y a une paire d'années et je ne pouvais plus bouger, hein. Et mon médecin, il voulait à tout prix que je me déclare travailleur handicapé. J'ai dit non. J'ai dit non parce qu'à la base, si je me déclare travailleur handicapé, je ne pourrais plus faire les boulots que je faisais. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Et puis, maintenant, je trinque encore un peu au niveau du dos. Et puis, plein de trucs comme ça. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a dans nos têtes, en fait, d'à partir du moment que tu as des trucs déclarés travailleur handicapé, tu ne peux plus faire ce que tu veux, en fait. Entre guillemets, c'est ça. il y avait Béatrice qui voulait réagir et ensuite on pourra passer à la dernière partie de notre rencontre pour justement réfléchir ensemble aux mesures qui pourraient favoriser l'accueil de tous et de toutes, quel que soit notre handicap ou notre non-handicap d'ailleurs. En fait, ce que je voulais dire, ça fait un peu transition justement parce que je suis très frappée de voir, moi je milite depuis pas mal d'années, et le peu de présence de personnes en situation de handicap, parce que souvent les lieux ne sont pas accessibles, parce qu'on n'y pense pas. Par exemple, les personnes malentendantes, c'est très rare que dans les collectifs, il y ait je parle même des simples collectifs, hein, qu'il y ait des personnes qui signent. On ne se préoccupe pas de savoir si les personnes malvoyantes peuvent accéder. Et je trouve que, indépendamment de tout ce que qui était très très intéressant, vous avez remis en place des structures que moi je connais pas, hein, tous ces sigles là que Jérôme Antoine a avancé. Honnêtement, pour moi, c'est un peu du chinois encore, mais je pense que c'est aussi au niveau de nous dans la société civile, quand on milite, quand on est dans un parti, quand on est dans un collectif, quand on est dans différentes situations, il y a tout un travail aussi qu'on a à faire chacun, chacune, pour accepter, reconnaître et donner sa place au handicap, quel qu'il soit. J'ai participé là, récemment à la manif du 23 avril avec un jeune homme autiste qui n'avait jamais manifesté de sa vie. Bon, c'était à Lorient, c'était cool, c'était tranquille, on s'est mis un peu, et finalement ça s'est bien passé. Aujourd'hui, à l'Assemblée générale du Grand Théâtre, il y avait aussi un jeune homme autiste qui est venu. On fait des repas collectifs dans la rue avec des gens du quartier. Il y a aussi des personnes qui viennent en fauteuil. Et je pense que tout ça, ça doit être tissé. Et la société, je pense que le politique changera aussi si on a cette volonté de faire bouger les choses. À peu près, et si on arrive à, justement, nous qui sommes militants politiques, à prendre cette question comme presque, je dirais pas une priorité, mais si, d'une certaine manière. Parce que si on veut aller vers plus d'égalité, plus de tout ce qu'on veut, je crois qu'il faut qu'on apprenne au niveau de nos collectifs, au niveau de nos groupes, de nos mouvements, à vraiment rendre toute cette pensée politique accessible à tout le monde. Merci Béatrice. Franck, peut-être que tu veux faire remonter les questions qui ont été posées au cours de l'échange. Eh ben, j'ai transmis les différentes interventions qui ont été exprimées sur le live Facebook. Donc, a priori, il n'y a pas plus de questions. Il y a des gens qui ne pouvaient pas rester plus longtemps, qui auraient voulu certainement écouter toute cette partie sur l'école, mais qui regarderont le live certainement plus tard. C'est tout. Bien, merci. Donc là, la dernière question, la question que tu as posée, Béatrice, la place de ces personnes en situation de handicap dans l'accès au monde politique. Donc effectivement, là, le problème en soi, il est politique, dans le sens où la politique, c'est l'organisation de la société, au sens noble. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui face à ce constat, justement? Donc, voilà, la parole est libre.
si tu veux bien, je peux intervenir là-dessus. Je pense que aujourd'hui, dans les partis politiques, on prend un noir, un arabe, un homo, un défenseur des animaux et un handicapé pour pour donner le sentiment qu'on a accepté toutes ces personnes. Je dois dire qu'en matière de handicap, je ne parlerai pas pour le reste, mais c'est souvent indigent. Et je pense que beaucoup s'attendent à ce qu'on fasse ce figure de potiche, là pour voter les décisions d'autres. Et c'est vrai que moi, je m'inscris en faux sur cette manière de faire. Il y a deux problématiques. Il y a comment est-ce qu'on peut mener campagne quand on est en situation de handicap. Alors, il y a des handicaps qui s'y prêtent plus ou moins bien. Hein. Mais malgré tout, ben, quand moi, il a fallu que je me batte un petit peu au sein d'Archipel Citoyen pour qu'on ait un local accessible. Parce que, non pas qu'ils avaient cherché un local inaccessible, mais ils ne s'étaient pas interrogés là-dessus. Et là où j'ai échoué, c'est sur les moyens de compensation de mes difficultés cognitives. D'une part parce qu'elles ne se voient pas et qu'elles se soupçonnent peu, puisque quand je parle de sujets que je maîtrise bien, ben, ça ne se ressent pas. Par contre, dans le travail d'un élu municipal, il n'y a pas que des sujets qu'on connaît bien. Et donc, on a besoin d'intervenir sur d'autres sujets. Et puis, ce n'est pas parce que je suis à l'aise sur l'oral quand j'ai des notes que je le suis sur des sujets que je ne connais pas et sans notes, pas du tout. Mais là, c'est toute la difficulté d'abord de textes qui sont insuffisamment clairs, qui ne prennent en compte que le handicap sous sa forme physique, qui parlent d'avoir quelqu'un pour vous conduire ou quelqu'un pour lever la main à votre place, mais pas pour vous prendre des notes sous votre dictée, par exemple, comme moi j'en ai besoin, ou pour m'aider à me concentrer sur ce sur quoi je travaille et pas partir dans tous les sens à cause de mes problèmes de concentration et autres. Et puis, on peut parler effectivement des personnes sourdes qui n'ont pas toujours, pour un certain nombre, des interprètes à disposition quand ils en ont besoin, alors que si on limite leur communication, je ne vois pas comment ils peuvent remplir leur mandat à égalité avec les autres élus. C'est pareil sur la question des personnes malvoyantes ou aveugles. La communication politique étant rarement accessible, les sites internet, puisque l'État n'oblige pas à le faire et les documents partagés, ça passe pas simplement par un PDF. Un PDF, s'il est en mode image, il est illisible pour un aveugle, alors que si c'est en mode texte et que c'est juste une question de paramétrer correctement le client qu'on utilise pour créer des documents PDF, ça passe par ça. Non, le monde politique est globalement inaccessible aux personnes en situation de handicap. Il leur fait une petite place, histoire de dire, regardez, on respecte tout le monde et on prend tout le monde en compte, mais je vois trop d'élus qui n'ont pas les moyens et qui font de la figuration. Voilà. Donc, il n'y a pas de vrai… Il n'y a pas de politique en la matière, il n'y a pas de… On ne se donne pas les moyens. Mais comme dans tout le reste, on ne s'en donne pas plus les moyens dans ce domaine-là que dans d'autres. Oui. Et ça pose aussi la question plus générale. Là, tu parles d'un environnement favorable aux personnes en situation de handicap, mais on peut aussi poser la question d'un environnement favorable au maintien en santé aussi des personnes. C'est-à-dire que là, ce que tu disais, David, sur ton mal de dos dans le cadre de ton travail, c'est aussi parce que tu t'es retrouvé dans un travail, dans un environnement qui n'était pas favorable au maintien en santé. Moi, je suis tombée malade parce que j'ai été polluée par une usine toxique. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui avec des maladies chroniques, diabète, obésité, qui font des AVC, qui se retrouvent de fait en situation de handicap parce que l'environnement dans lequel ils évoluent est un environnement qui est toxique. Et en ça, on rejoint autant la lutte sociale que la lutte écologique, parce que l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui et la violence sociale et la répression sociale qu'on subit notamment et toujours plus dans les classes populaires, en fait,
et dans les quartiers populaires, elle nous atteint directement dans notre intégrité physique, que ce soit par la répression policière qui continue. Enfin, je ne sais pas à combien de LBD ils ont racheté encore, mais c'est un véritable scandale. Par toutes les mesures en fait qui autorisent les produits toxiques, le glyphosate, la malbouffe, les pesticides, toutes ces choses qui nous tuent en fait. Et donc, il y a aussi une réponse politique apportée à cette organisation sociale fondée sur le pognon, en vérité. Il y a Serge qui voulait réagir, Odile, et puis peut-être David. Peut-être que David, tu veux dire quelque chose d'abord? Il y a Nolwenn aussi qui avait levé la main. Oui. Je laisse parler. Je parlerai après. Bon, ok. C'est David qui commence ou moi? Non, vas-y. Ok, je vais essayer. Je ne sais pas si j'apporterai des réponses politiques. En tout cas, la démarche, elle est qu'il faut faire un état. Enfin, on est dans le lancement de la campagne départementale. Donc, on peut faire un état des lieux de la situation. Alors, il faut arrêter aussi que le handicap, c'est tabou. Hein, encore, chez nous, c'est tabou. Il y a les handicaps qui se voient, comme tu disais, Odile, et les autres handicaps qui sont importants. Et il y a déjà d'aider, d'accompagner les gens à vraiment se dire j'ai un handicap, il faut que les autres l'acceptent aussi, quoi. Il faut que les gens acceptent le handicap, il faut que ça fasse partie de la société, il faut qu'on vive tous ensemble comme si comme si on n'était pas handicapé. Je sais pas. Il y a des gens handicapés qui n'aiment pas qu'on les considère comme des handicapés. Il y a d'autres personnes, eh bien, voilà, c'est comme ça. On est tous. Il y a quelqu'un qui ouais, excusez-moi, il y a du bruit chez moi, excusez-moi. Et donc, bref, donc c'est un plan d'action. Par exemple, par rapport aux entreprises, eh ben, il faut qu'il y ait des contrôles, savoir si les postes de travail sont adaptés, quelle est la situation de l'accompagnement pour les salariés dans l'entreprise. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui doivent le faire parce que les entreprises, elles sont sur le territoire. Donc, il y a la création d'écoles. Tu parlais d'écoles Freinet tout à l'heure. Voilà, il y a des choses à faire et ça, c'est des décisions collectives au niveau du département, de la région. Et c'est, je pense, avec l'aide, la concertation, apprendre des uns des autres, des gens qui connaissent bien la problématique, etc. Et les solutions, elles viendront de nous tous et toutes, quoi, en fait. C'est à notre échelle, voilà, chacun à son échelle, on a des idées, on partage ce qu'on fait actuellement, on discute. Voilà, moi je donne juste, j'arrête après, un témoignage, enfin, un doctorant qui soutient sa thèse. Il a été inscrit 3 ans, il est à la fac depuis 2008, il n'a jamais déclaré son handicap parce que c'était tabou, la compète dans la recherche. Hein, quand on fait un doctorat, on se confronte à énormément de situations. Eh bien, arrivé à la soutenance de thèse, il n'a pas pu soutenir et en 1 heure, j'ai trouvé la solution. Médecin du travail, c'est parce qu'il était en salarié chez nous, médecine préventive, puisqu'il est étudiant, médecine préventive, ça a été très vite, on a eu une attestation, on a pu enregistrer sa soutenance. Et voilà, il a pu répondre aux questions pendant 45 minutes et il a eu sa thèse. Après, c'est une volonté, hein, parce que moi, c'est la première fois que c'est arrivé. Moi, je n'ai jamais connu cette situation. Eh ben, il faut être réactif, il faut trouver des solutions. Eh ben, on tape là où il faut taper et puis paf, voilà, ça bouge. Et voilà, c'est un cas particulier, voilà. Mais je pense que c'est vraiment une question de volonté et d'envie de réussir de faire réussir tout le monde. Voilà, je me tais. Merci Nolwenn. Il y avait Serge, Odile, David et voilà.
Pour revenir un peu sur ce que Nolwenn a dit. Je suis d'accord avec toi, Nolwenn, mais le problème, c'est qu'en France, en fait, tu rentres trop dans le. Regarde, moi, admettons, tu vois, dans mon usine, moi, je porte des léopards de 45 kilos, tu vois, pour les mettre dans les caisses, pour aller les peser et tout. Ça fait 7 ans, 8 ans que c'est comme ça, en fait. On leur demande des trucs, des améliorations de poste et tout. Mais tant que tu bosses, en fait, tant que ça passe, ils font rien. Et c'est un peu comme ça, en fait, partout. J'ai fait plusieurs entreprises où tu étais obligé de porter les trucs et tout. Et à la base, tu n'es même pas obligé de le faire. Mais tant qu'il n'y a rien qui est fait, il- et même l'État, à la base, il pourrait aller avoir les moyens pour les handicapés, pour créer des écoles, pour, enfin, voilà, pour aménager les profs, comme tout à l'heure, elle disait. Mais le problème, c'est que ça les touche pas, en fait. Ça leur apporte rien, en fait. C'est ça le truc. C'est encore le capitalisme, en fait, qui prend le dessus parce que, comme tout à l'heure, on disait, en fait, on va mettre une personne handicapée à l'État, mais qui va servir à rien, au final, parce elle fera rien faire du tout. Comme l'écologie, c'est pareil. Pour moi, en fait, on vit dans un autre monde par rapport à eux. On est complètement sur notre planète ou ceux qui sont sur notre planète. Donc, pour moi, en fait, ça ne changera rien. Il n'y aura rien qui change tant qu'on n'aura pas quelqu'un au pouvoir en fait qui s'en fout de l'argent et qui veulent aménager des trucs pour leurs Français ou autre chose. Mais pour moi, ça ne change rien. En fait. Il n'y aura rien de fait pendant des années et des années. Tout à l'heure, elle disait en fait, c'est pas de cette année en fait, les problèmes handicapés. On les avait déjà à notre époque. Moi, je suis né en 79. On voyait des fauteuils roulants essayer de monter dans les bus. Les handicapés essayaient de monter. Et les rampes pour les bus, ça arrivait longtemps après. Elles ne pouvaient même pas monter. Donc, c'est ça. Oui, oui, c'est tout un système en fait à Ouais. changer, effectivement. Je pense qu'ils s'en foutent royalement, en fait. Pour eux, en fait, on est des personnes, là, comme on dit, dans les quartiers ou quoi, ok, voilà, tu fais ton truc et c'est tout. Quoi. Tu fais pas chier ton monde. Point barre. C'est le problème, en fait. Oui, on est d'accord sur le constat. Serge? Oui, moi j'ai le sentiment qu'en fait, on est dans une société où la norme, c'est le handicap. On est plus ou moins handicapé. Il y a des gens pour qui c'est particulièrement lourd, mais ils ont réussi à instaurer une situation où, en fait, quand on regarde bien autour de nous, les gens se sentent amoindris, incapables de faire face, enfin, que ce soit dans le travail, dans la vie quotidienne. Et je pense que c'est important de le prendre sous cet angle-là, parce qu'en fait, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adaptations, et je ne nie pas qu'elles soient nécessaires, mais l'important, la première chose à gagner, ce n'est pas l'adaptation, mais vraiment de bouleverser le système. Quand j'entendais la question, ah ouais, mais en politique, en fait, où sont les handicapés? Mais le problème, c'est que si la politique, ça n'est qu'une course au pouvoir, eh ben, les handicapés n'auront jamais leur place. Voilà, tout simplement. Mais handicapés physiques, mais handicapés social également. Faut apprendre à avoir la prestance, à avoir les gestes qu'il faut pour dominer, pour diriger. Et là-dessus, sur cette bataille-là, eh ben, on ne gagnera pas si on veut juste s'adapter à ça. Et c'est la même chose sur l'économie. Si on est dans la compétition en permanence, ben effectivement, un handicapé, ça va être un poids, sauf si on trouve une technologie qui va lui permettre de rattraper son handicap. Mais je pense que ça ne pourra concerner qu'une minorité des gens qui sont handicapés. Et donc, on est obligé de reconcevoir toute la société si on veut avoir une société plus humaine. C'est tout. Ouais, si je peux juste réagir à ce que vient de dire Serge. Comment le formuler? C'est le fait de dire que, voilà, d'adapter, il faut que les handicaps, que les personnes porteuses de handicap
s'adapte à la société. Et moi, je pense que c'est aussi l'inverse. C'est aussi parce que toute personne, c'est d'abord et avant tout un être humain avec des compétences, avec des savoir-faire, des savoir-être et ainsi de suite. Et que quel que soit le handicap, c'est comment est-ce que on prend en compte les compétences, ces savoir-faire, ces savoir-être de la personne, de l'individu, de la personne, et qu'on voit avec elle qu'est-ce qu'elle peut mettre au service du commun. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est pas faire des prothèses et des machins et des bidules pour que les gens s'adaptent à une société capitaliste et productiviste, mais plutôt faire en sorte que on tienne en compte des compétences de la personne pour la mettre au service du commun. Voilà. Passer du chacun à sa place dans sa case à une place pour chacun. Voilà. D'autres réactions, questions? Juste préciser qu'il est quasiment 20 heures, donc peut-être une conclusion. 21 heures, oui. 21 heures, Oui. oui, pardon. Peut-être une conclusion. Bien. Peut-être que les intervenants, vous voulez faire une petite conclure sur voilà, conclure cet échange. Juste un point quand même sur la question de l'emploi. Après, le principe de l'inclusion, c'est effectivement que ce soit la société qui s'adapte aux personnes et non pas le contraire. Pour autant, moi, je revendique la possibilité, effectivement, d'avoir des prothèses et d'autres choses. Mais c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est la conception universelle, c'est-à-dire partir des besoins des personnes qui sont les plus empêchées de façon à construire un espace public ou une organisation sociétale qui prenne en compte l'ensemble des personnes sans les stigmatiser, sans pour autant les ségréguer. Et après, sur la question de l'emploi, il y a une problématique, il y a une perversion du système de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, parce qu'en fait, au départ, le dispositif, le principe, c'était vous n'employez pas de personnes handicapées, donc pour vous inciter à les recruter, vous allez payer des pénalités. C'était ça le dispositif. Et le problème, c'est que ça aboutit à quelque chose de complètement différent, puisqu'en fait, et notamment les grosses entreprises, et en tout cas celles de plus de 20 salariés, puisque c'est à partir de ce moment-là c'est les entreprises de plus de 20 salariés qui sont concernées par l'obligation, les entreprises sont mises à faire la chasse en interne aux personnes handicapées. Et finalement, l'effet pervers, c'est que c'est les entreprises qui produisent le plus de personnes handicapées, celles qui produisent le plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui ont le plus fort taux de personnes handicapées, de travailleurs handicapés, qui donc payent le moins. Donc en fait, le système est devenu une prime à ceux qui produisent du handicap plutôt que de le protéger. Et moi, je plaide pour un système qui finalement pénaliserait les entreprises en fonction du nombre de personnes handicapées qu'elles produisent. Et typiquement, ce que dit David quand il dit oui, je continue, mais on ne peut pas en vouloir aux gens. Le problème, c'est aux gens qui continuent à travailler dans des conditions qu'ils ne devraient pas accepter. Simplement, effectivement, on sait très bien que dans la réalité, soit vous acceptez de vous finir de vous flinguer le dos ou de finir de flinguer votre vue ou de risquer un accident du travail parce que vous n'avez pas voilà, les deux bons yeux pour peut-être éviter un accident, etc. Ce serait plutôt qu'effectivement, on pénalise les entreprises qui, justement, poussent les gens à aller au bout. On le voit, par exemple, dans les écoles, les ATSEM, dans certains métiers où vous manipulez les auxiliaires de vie. Aujourd'hui, les domaines où il y a le plus d'accidents du travail, c'est les auxiliaires de vie. On les envoie non formés faire des transferts. Je veux dire, sans leur apprendre à ménager leur dos, à se protéger, sans leur apprendre à utiliser des techniques, etc. Donc déjà, il y a aussi ça à changer. Et puis, on ne peut pas en vouloir aux gens de vouloir à tout prix bosser parce qu'on est dans une société où quand on est exclu de l'emploi, on est exclu le fait de la société. C'est ça la réalité. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Mais effectivement, il faut se battre pour que chacun ait sa place dans sa société en respectant le fait que l'humain est divers et que vouloir mettre les gens dans une catégorie handicap, pas handicap, non. On est différent et la société doit permettre à chacun d'avoir une place égale. Oui, il faut rebondir sur ce que tu dis. La suppression des CHSCT dans les entreprises relève justement d'une attaque supplémentaire en fait, vis-à-vis des salariés et puis de l'environnement
sécurisé dans lequel le salarié doit évoluer, en fait. Et là, en ce moment, à la télé, les médias mainstream passent leur temps à nous parler sécurité, en nous balançant des flics. Bon, bah voilà, la sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est de pouvoir justement évoluer dans une société où je ne mets pas en danger mon dos quand je vais travailler, où je ne mets pas en danger mes poumons quand je respire, et où je puisse avoir des interactions sociales et puis me sentir épanouie. Et effectivement, il y a encore beaucoup de combats à mener pour arriver à cette société-là. Jérôme, un petit mot de conclusion? Pas pour conclure l'intégralité des débats, parce que j'espère que ça va se prolonger au-delà de cette visio. C'était pour prendre le fil encore de Odile. Hein. Désolé Odile, hein, mais bon, tu nous fournis pas mal de choses. Hein. Mais partir de besoins, voilà, moi je crois que ça c'est vraiment un truc qui est essentiel. Partir des besoins, on le voit même à l'école. C'est-à-dire que partir des besoins d'un élève en situation de handicap, ça peut servir à tous les autres gamins. C'est ça dont on ne se rend pas compte en plus. Partir des besoins aussi pour accompagner un gamin en situation de handicap à créer du lien social vers les autres gamins. Ça aussi, ça fait partie des besoins primaires voilà, qu'on doit adopter. Enfin, il y a une forme de solidarité aussi qu'on trouve là-dedans. Nous, on sert aussi à ça, hein, de lien, on sert de lien hein, aussi social, les AESH. Et juste pour terminer, on organise donc un gros mouvement national AESH le 3 juin. Donc, il y aura certainement des manifestations un peu partout et je vous invite à nous rejoindre. Évidemment, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, hein, franchement. Bon, il y aura des gilets rouges de la CGT, évidemment, mais tant qu'on ne se fait pas taper dessus par les gilets jaunes, soi-disant. Oui, soi-disant, hein, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. En fait. Là, moi, je tiens à démentir, en tout cas, ce qu'a dit la CGT. Je pense qu'il n'y avait pas de gilets jaunes dans la bataille avec la CGT. Hein. Non, mais il y avait des flics. Voilà, exactement. Moi, je les ai vus 5 minutes après. Il y avait des flics, voilà. J'ai des amis qui les ont vus. Ils étaient en civil. Les bonnes claques à son parti, comme ils ont dit. Voilà, ça remonte on remonte en fait. Mais c'est encore dans le principe, en fait, ce qu'on a retenu de ce week-end du 1er mai, de cette manif à Paris, je sais, j'y étais, c'est ça, cet accident entre la CGT et les Gilets jaunes, entre parenthèses. En fait, ils n'ont rien retenu d'autre, ils n'ont rien dit du tout, ils ont dit que cet incident, en fait. Donc, voilà. C'est encore, on se demande si c'est pas voulu. Alors, on peut se poser la question, oui. J'ai des amis qui ont vu des flics s'introduire parmi les personnes qui se sont attaquées au camion, en tout cas. Oui. Donc, très clairement. Hein. Comme la date de l'anniversaire place de l'Italie, c'était des flics qui ont commencé à foutre. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on revient sur... Il y a Claudia qui avait demandé la parole, peut-être qu'on revient pour conclure. Oui, pour conclure, et puis quand même juste pour conclure sur l'événement du 1er mai, c'est vrai que le 1er mai, c'est traditionnellement la journée de tous les travailleurs, en fait. Et que là, cet événement de fin de manif, il faut faire en sorte aussi qu'il ne soit pas utilisé contre nous pour justement séparer les gens qui se battent pour une vie juste et libre, enfin, ce pourquoi on se bat. En fait. Mais ce qui est marrant, c'est que les critiques des Gilets jaunes et tout, au final, on est en finale au bout de 2 ans, plus de 2 ans derrière, on revient aux mêmes revendications que tout le monde demande, les hôpitaux, les pompiers, tout le monde demande en fait les mêmes revendications qu'on avait dès le départ, c'est ça qui est hallucinant. Mais c'est nous les casseurs et c'est nous les cassos, c'est les chômeurs et tout. C'est ça qui est marrant. Oui, c'est même là, le fait d'en parler au sein de la question du handicap, en définitive, c'est toujours la même question qui revient. Voilà. Le droit à l'existence pour tous. Voilà, exactement. C'est ça qui est... Claudia, un petit mot pour conclure et puis on pourra achever cette rencontre. Alors, ça va être très court. Moi, donc, dans ma casquette de militante pédagogique, donc
j'ai aussi Fernand Houry qui fait aussi partie de mes références, et son frère Jean Houry. Et la question, j'ai suivi quelques séminaires chez lui pendant 4 ans, quand il faisait des séminaires 1 fois par mois à Sainte-Anne avant sa mort. Jean Houry, donc un grand psychiatre qui a fondé l'hôpital de la Borde du côté de Blois, il me semble. Et sa question, une fois, il nous a fait un séminaire sur et alors, pourquoi faire? Et alors, à quoi ça sert? En fait, à chaque fois qu'on essaye de... Enfin, l'idée, c'est, à chaque fois qu'on propose quelque chose, c'est de réfléchir à l'utilité. À quoi ça sert en réalité et à qui ça sert. Et finalement, du coup, les perspectives, elles s'ouvrent. Et on revient à l'accueil inconditionnel de tous. Voilà, c'était tout pour moi. Eh ben, ce sera le mot de la fin, l'accueil inconditionnel de tous. Voilà. Et donc, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci aux intervenants. Merci Odile, David, Claudia, Jérôme et à tout le monde. Et on se retrouve très, très vite pour un prochain lundi de PEPS. Et en attendant, on va ouvrir une page Facebook sur le handicap. Comme ça, si vous voulez qu'on continue à réfléchir ensemble sur cette question et pourquoi pas monter un réseau d'action là-dessus. Moi, je suis partante. Moi aussi. Ok, bon, parfait. Et on se tient au courant alors. Allez. Au revoir. Merci Marjorie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir David. Bonsoir à tous et merci. Au revoir. Au revoir. Je suis vraiment